En 45 ans et 5 films, l'homme australien George Miller n'a cessé de se réinventer, offrant à l'histoire du cinéma une légende à l'imagerie caractéristique, ou pour ainsi dire un mythe post-apocalyptique initié en 1979, tout en écrasant la concurrence dans le domaine de l'action. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai à mes côtés Arthur Cossin, aka Killer Seven. Comment ça va Arthur? Salut! Eh ben, écoute, ça va bien, on se prépare pour Annecy. Ouais, nickel, parfait. Ensuite, nous avons également Guillaume Lopez, aka Guy Polaire. Comment vas-tu Guillaume? Salut, ça va, super. Ça va bien? Super. Ouais, cool. Kevin Dubertrand, aka Kevin Guan, pour petite info, qui est en Australie, qui nous fait l'honneur d'être avec nous malgré le décalage horaire. Comment Ça ça va, va? très bien, parfait. Ah bah écoute, parfait. Et ensuite, Paul Gossem, aka Gossem. Comment ça va, Paul? Ça va très bien, merci beaucoup. Ah bah écoute, super. Pour petite info, petit passage promo, Guillaume et Paul ont écrit un super livre, Dans les arcanes de Hokuto no Ken, l'héritage de l'Apocalypse. Voilà, je vous montre. Aux éditions First Edition. Donc si vous ne l'avez toujours pas, n'hésitez pas à vous le procurer. Eh ben voilà, parfait. Il est partout. Et tu l'avais primé, dis donc. Beau placement de produit. Parfait. Non, mais il faut, c'est important, c'est un super livre, donc C'est vrai. voilà, faut pas hésiter à l'acheter. Bon, ben, mesdames et messieurs, bienvenue sur notre Mad Max. Et c'est parti. Alors, messieurs, pour vous, quelle est votre porte d'entrée dans l'univers de Mad Max? Kevin, par exemple, dis-nous tout. Alors bonne question. Il me semble tout d'abord que moi, quand j'étais très jeune, je regardais des films à la télé, un peu en cachette, et je me souviens de la scène d'introduction de Mad Max 1. Et franchement, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et en fait, ça m'a vraiment choqué. Et, Ouais, euh, tu m'étonnes. et, et du coup, j'ai pas continué le film, quoi. Mais du coup, je crois que j'ai fait des cauchemars de cette scène et tout ça. Et bien plus tard, je crois que le premier Mad Max que j'ai vu, c'est le 2. Bien plus tard, bah, je devais avoir 11 12 ans. Et j'ai adoré. Et, je- et en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre, je ne revois pas la scène enfin, je retrouvais plus dans quel film j'avais pu voir cette scène-là, quoi. Et du coup, c'est en regardant ensuite Mad Max 1 que je me suis rappelé de, de cette scène-là, et voilà, et que j'ai vu le film pour la première fois. Ok, une Mais préférence voilà. aujourd'hui au niveau de la saga? Une préférence, Ouais. c'est Fury Road. Ok, ça marche. Ouais, moi aussi, Voilà. petit spoiler. Paul, de ton côté? Alors moi, la saga Mad Max, j'ai commencé par le 2, je l'ai découvert dans un petit cinéma de campagne qui passait des films qui étaient déjà sortis depuis plusieurs années. Quand j'étais petit, je devais avoir 7 8 ans et j'ai vu Mad Max 2 sur grand écran. Et ça a été une des plus grandes claques de ma vie, je pense. Puis après, j'ai vu le 3, j'ai vu le un peu plus tard. J'ai mis du temps à m'y faire, hein, parce que ça changeait de ce que pour moi était la saga Mad Max. Et puis après, j'ai vu Fury Road, bien sûr, j'ai vu Furiosa 2 fois déjà là. Et Ouais, alors pareil, deux fois. pour te dire c'est lequel serait mon préféré, c'est très compliqué. Je dirais de cœur le 2 et puis même pour la claque qu'il a mis à tout le monde à son époque, hein, c'était le Fury Road de son époque, on pourrait dire le Mad Max 2. Maintenant, franchement, aujourd'hui, et en plus à chaud, après avoir vu encore Furiosa il y a quelques jours, savoir lequel je préfère entre Fury Road, Mad Max 2 et Furiosa, c'est très compliqué. Très compliqué. Arthur, de ton côté? Alors moi, pour être honnête, hein, je peux même vous dire que je les avais pas tous vus avant ce podcast, puisqu'en fait j'avais vu le premier il y a très longtemps, le deuxième je l'avais commencé donc il y a très longtemps, donc quand j'étais ado, et le deuxième je l'avais commencé quand j'étais jeune adulte, donc mine de rien, il y a peut-être une quinzaine d'années, et je m'étais endormi, hein, c'est ça, l'alcool fait s'endormir devant les films, comme on dit. Et là, j'ai tout regardé d'un coup à la suite, un jour, un Mad Max, avant de revenir, et je comprends effectivement pourquoi Mad Max 2 a pu laisser une telle trace auprès du public. J'ai été scotché par la scène finale. Je me dis, mais franchement, je sais pas s'il y a eu des morts sur le tournage, il faudrait regarder, mais je suis sûr qu'il y a dû y avoir des blessés, mais à mon avis, vous devez le savoir. Parce que je me suis dit, voilà, vache, il fallait oser faire un truc pareil, et tu as raison de le dire, Paul. Clairement, c'est le Fury Road de l'époque, hein, en termes d'audace, etc., ce qu'il était capable de faire. Et mon préféré aujourd'hui, puisque là je les ai tous revus, je vais revoir Furiosa cet après-midi. Franchement, je vais même le revoir rien que pour soutenir, parce que je suis un peu déçu de voir en fait les Hmm. ventes. Ça me dégoûte un peu, alors qu'il y a tellement d'autres films pourris, grand public, etc., qui sont dégueulasses, et puis qui arrivent quand même à faire des ventes intéressantes. Là, tu as quand même une vraie recherche artistique. Donc je vais le revoir cet après-midi.
Et mon préféré, ce serait Fury Road. Je pense quand même, on en reparlera, mais son côté total, crasseux, plus gore aussi que les autres. Et voilà, c'est une manière de boucler la boucle entre les vieux opus et Furiosa à venir. J'ai été scotché de me dire, waouh, en fait, il avait vraiment tout prévu, hein, George Miller, pour Furiosa. Ça colle parfaitement. Et quand je revois Fury Road maintenant, je l'ai trouvé beaucoup plus émouvant parce que j'ai vu Furiosa après. Alors qu'il y avait d'autres trucs peut-être qui... ouais, c'est ça. Les enjeux notamment sur sa famille, sur le fait qu'elle ait été séparée de sa famille, Jardin d'Éden, etc. au départ. Ça prend vachement plus dans le 2 quand elle arrive et qu'elle est complètement détruite, Furiosa, parce qu'il n'y a personne et que c'est un monde qui n'existe plus. J'ai trouvé ça beaucoup plus touchant du coup. Ah, très bien, de toute façon on y reviendra. Et Guillaume, toi? Alors moi j'ai des bribes de souvenirs par rapport à ma première découverte de l'univers Mad Max. Il faut dire, je sais pas si c'était passé sur Canal+ ou sur TPS, télévision par satellite, où je mangeais des tonnes et des tonnes de films. Mais oui, je crois avoir vu peut-être un premier, le 2, le 3 avec le Dôme de Fer. Mais ce que je me souviens le plus de cette première trilogie, en fait, c'est le clip avec Dr. Dre et toute l'équipe. Et puis ensuite, quand il y a eu Fury Road, j'ai racheté la première trilogie, je l'ai revue et c'est chef-d'œuvresque, Mais mon préféré, celui que je trouve qu'il explose tout le reste, mais tout, absolument tout, c'est bien Furiosa. Ok, eh bien, parfait. Bien plus que Fury Road, hein, pour moi. Non, mais c'est justement, on va en parler, c'est bien. Bon, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est une saga qui a marqué l'histoire du cinéma, comme je l'ai dit avant. Et les 5 opus sont de qualité, différents. Moi, je mets un peu en retrait le 3e, mais qui n'en est pas mauvais pour autant. Hein. Surtout pareil, comme je l'avais dit à Arthur, en voyant là Furiosa, j'ai revu à l'os le 3e opus par rapport à ce que ça dit aussi sur l'enfance, sur pas mal de choses. Mais on en parlera quand on reviendra sur cet opus-là. Nous allons commencer par parler, si je puis me permettre, de Fury Road, la porte d'entrée pour beaucoup de monde à l'univers de Mad Max, puisque là encore, moi je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes n'ont absolument pas vu la trilogie, ça ne les intéresse pas, et puis permettent un petit peu de critiquer alors qu'ils ne connaissent finalement que Fury Road et espérer un Fury Road 2 de Furiosa, ce qui est bien mal connaître quand même ce que représente la saga et tout son aspect mythologie. Voilà. Qui veut se lancer pour nous parler de Fury Road? Allez, qui est chaud? Allez, Paul. Oh, je sens bien. Mais oui, Paul. Fury Road. Paul, tu as été désigné. Fury Road. Fury Road, c'est un travail qui s'est étalé sur presque 20 ans. Hein. Donc, c'est pas un film qui s'est fait. C'est pas un film qui a été écrit par quelqu'un et puis George Miller qui a pris le scénario et qui s'est retrouvé en tournage quelques mois plus tard pour être en post-prod un an plus tard. C'est un travail de 20 ans. Alors il a toujours bossé George Miller, mais quand on regarde sa filmographie, on a l'impression qu'il a pas fait tant de films que ça. En fait, il a fait plein de choses. Et Fury Road, c'est un chef-d'œuvre parce que c'est un travail de très longue haleine qui a été préparé minutieusement. Alors il y a eu plusieurs versions. Hein. Il a commencé à avoir un début de pré-prod même dans les années 2000 où c'était d'ailleurs Mel Gibson qui devait reprendre le rôle. Il y a eu tout un. Alors c'est un film très particulier qui comment dire, qui met bien en avant la façon dont Miller voit le cinéma. C'est que c'est un film visuel, c'est-à-dire que le scénario de Fury Road, qui a été écrit par un gars qui s'appelle Brian McCarthy, entre autres, et aussi par Nick Latouris. Nick Latouris, vous savez qui c'est? Non. Vous ne rappelez pas le papa grec dans Hartley Cœur à vif? En effet. Ouais. Ah, je suis trop jeune. Ouais, mais moi je suis vieux. Alors, j'ai des références de vieux cons. Hein. C'était vieux d'ailleurs dans le Mad Max 1. Dans le Mad Max 1, Nick Latouris, il fait le garagiste qui répare le pneu de Max. Je sais pas si vous voyez. Donc ça a été écrit, mais ça a été écrit visuellement. C'est-à-dire que c'est un film qui a été storyboardé au millimètre près. On rappelle quand même que George Miller, à la base, c'est un médecin, c'est un chirurgien, donc la précision, il connaît. Et en fait, on a fait avec surtout Brian McCarthy et d'autres auteurs qui étaient dans le comic books, qui travaillent dans le comic books, des dessinateurs, hein, qui ont dessiné tous les visuels, moi je dis chara design parce que vous connaissez, moi c'est un peu l'animation japonaise, donc je vais dire chara design, hein, de Fury Road. Et on a écrit un scénario à travers ces visuels, c'est-à-dire qu'on a inventé le visuel
Avant le scénario. avant même le scénario, et c'est le visuel qui a guidé le scénario. Donc c'est pour ça que c'est un film de toute façon très visuel. C'est un film on pourrait même couper le son, on comprendrait à peu près tout. Et c'est un film qui a complètement a mis tout le monde sur le cul quand il est sorti, bien qu'il ait fait des chiffres pas terribles. Hein, je crois qu'il a fait, il me semble, il a fait 350 millions de recettes, ce qui était pas ouf hein, quand on compare à des blockbusters américains qui en font. De toute façon, on va le dire, hein, 80% de la filmographie de Miller, c'est des flops. Hein. Donc, faut pas s'étonner que Furiosa flop. Ça a toujours été comme ça. Et Fury Road, c'est visionnaire, ça, c'est comme souvent. Les à part le Mad Max 1 qui a été pendant longtemps le film qui a rapporté le plus d'argent parce que c'est ça. Il avait coûté 4 millions de dollars australiens, il en avait rapporté plus de 100. En fait, même pas, je me permets de te couper parce que là, je m'étais renseigné. 350 000 dollars de budget. C'est vraiment rien de rien. Il a remporté plus de 100 millions et ça a été le film le plus rentable de l'histoire du cinéma pendant près de 7 ans. Ouais, je sais plus si c'est pas je crois que c'est fait détrôner par le projet Blair Witch, je crois, il me semble. C'est plus de 7 ans même, je crois. Qui a dû coûter 4,50 € à produire, le projet Blair Witch. Et donc, que dire de Fury Road que c'est c'est un film révolutionnaire, c'est un film qui réinstalle une mythologie de Mad Max. Hein. Alors il y a des gens qui pensent que c'est un reboot. Alors en fait c'est pas vraiment un reboot parce que bon on change d'acteur, on change. Tom Hardy, Mel Gibson était un peu trop vieux pour le rôle et demandait aussi beaucoup trop cher. Faut savoir que Mel Gibson c'est pas quelqu'un qui est très attaché au personnage de Max. D'ailleurs quand le premier était sorti il l'avait dit, je vais dire un gros mot mais c'est lui qui l'a dit, il a dit Mad Max c'est une grosse merde. Donc, il a jamais aimé Mad Max. Il a toujours, par contre, c'est un élève. On n'a qu'à voir les réalisations de Mel Gibson pour comprendre à quel point c'est un élève de Miller au niveau de la mise en scène. Mais Mad Max, le personnage de Max Rokatansky, c'était pas trop. Il a jamais été tellement attaché à ce personnage-là. Il était plus attaché à Miller. Donc, c'est pas un reboot. Il faut savoir que la saga Mad Max, c'est des stand-alone jusqu'à Furiosa. Vous pouvez prendre le Mad Max 1, Mad Max 2, Mad Max 3. Max, c'est une idée, d'accord. Donc forcément, là, on a repris un nouveau Max qui est Tom Hardy. Et à un moment donné, il était question dans les années jusqu'aux années 2000 que ce soit Mel Gibson qui reprenne le rôle. Et puis Miller a refusé à un moment donné en disant. Alors on a souvent dit que parce que Mel Gibson, il avait tenu des propos borderline, parce que si, parce que ça, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout ça. C'est juste que George Miller avait dit que pour lui Mad Max était éternellement jeune parce que Mad Max c'est une idée, c'est pas un perso si vous voulez. Donc de toute façon, avec avant la plupart des films sont comptés hein. De toute façon, c'est des films qui sont racontés à chaque fois. Ouais, alors ça ça s'inscrit dans. Alors là, on pourrait partir très loin. Ça s'inscrit dans tout le travail campbellien de Campbellien de Miller. Hein, Joseph Campbell, qui est un mythologue qui parle qui soutient l'idée que tous les récits du monde entier, de toutes les civilisations, depuis qu'il y a des hommes sur Terre, passent par des canevas qui sont toujours un peu les mêmes. Hein, sauf qu'ils prennent différentes formes dans les détails. Et lui, il découvre ça après Mad Max 1, il découvre ça après Mad Max 2, et il va passer sa carrière à appliquer ce truc-là, hein, pas que dans les Mad Max, le mythe de Joseph Campbell, le monomythe de Joseph Campbell. Et donc, Fury Road s'inscrit totalement totalement là-dedans. Alors Furiosa, alors là, c'est carrément... Furiosa, c'est marrant parce que j'aurais plus dit que Furiosa s'inscrivait dans le monomythe. Alors que moins pour Fury Road pour moi, mais après c'est pas, peut-être que je me trompe, mais parce que j'ai l'impression qu'en termes de découpage, mais c'est pour ça que j'aime autant aussi Fury Road, c'est que je le trouve terriblement gonflé dans sa narration et sa mise en scène. Cette idée d'aller-retour, parce que quand même on a quand même un mec qui est catapulté dans une attaque qu'il n'a pas du tout voulu. C'est exactement ça, le récit campbellien, le héros aux 1000 visages, c'est le fait de partir d'un endroit et faire vivre ton aventure, grandir, t'en ressortir en vie, puis revenir au point de départ. Je pense qu'il n'y a pas plus représentatif que Fury Road de ce côté-là. Et puis après, au niveau de la mise en scène, on y reviendra, ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plus le côté jardin d'Éden, entre guillemets, dans Furiosa, avec l'idée qu'il y a la pomme au départ d'un endroit qui était, dont on t'extirpe. Alors que c'est ça ce que j'ai trouvé hyper cool aussi mais j'entends ce que tu veux dire, mais dans Fury Road, c'est vraiment l'idée de se dire que Max, en fait,
en 3 secondes de début de film, il est mis à l'avant d'un véhicule alors qu'il a rien demandé et il va se retrouver à croiser d'autres personnages et en fait ils vont commencer à fusionner entre guillemets puis à coopérer et c'est ça que je trouvais vraiment hyper gonflé dans la forme et le découpage, là où Furiosa va plus adopter un découpage par chapitre et où je trouve là clairement on voit l'évolution à fond les ballons de l'héroïne jeune qui va devenir une guerrière, quoi. Ouais, juste l'idée du retour. Tu l'as déjà dans Mad Max 3. Hein. Mad Max 3, c'est exactement la même histoire que Fury Road. Hein. Dans Babe aussi. Il part de Bartertown et puis il va revenir. Et puis, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, mais c'est pas grave. Le grand changement quand même qu'il y a de Fury Road par rapport aux autres Mad Max, c'est la temporalité. C'est un film qui nous raconte une histoire Furiosa qui s'étale sur 17 ans. Alors que Fury Road, ça s'étale sur quelques jours, peut-être même une journée ou deux, quoi. Et puis le reste de la saga est un peu pareil. Peut-être pas le 1. Le 1 s'étale un peu, mais il n'y a pas cette temporalité, cette idée de fresque d'Odyssée qu'on a dans Fury Road. Et je pense que le découpage tient beaucoup à ça aussi. Hein. D'ailleurs, ce découpage en chapitres, là, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, qui était pas prévu. Hein. C'est la monteuse, qui est la femme de George Miller, d'ailleurs. Oui. C'est sa monteuse qui va introduire ça après au montage. George Miller, il avait même pas pensé à ce découpage en. Mais ça fait vraiment partie du mythe. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié justement pour rebondir sur ce que tu dis. Ça a été critiqué par beaucoup de monde sur Internet, mais au contraire, ce format chapitré, ça représente vraiment le mythe, quoi, une histoire contée, donc avec ses ellipses. Je trouvais que ça allait en fait très très bien avec le côté mythe. Kevin, tu veux peut-être dire quelque chose et pense à réactiver ton micro. Sinon on te perd. Non, t'inquiète, il s'active quand je veux parler. Ça marche. Non, je suis d'accord avec ce que Paul a dit sur Fury Road. Alors juste pour l'anecdote, j'ai eu la chance de le voir en avant-première à Cannes et c'était une très très grosse claque. D'autant plus que moi, en fait, quand il y a le tournage de Fury Road, j'étais déjà en Nouvelle-Zélande parce qu'il y avait un petit tournage dans le coin qui s'appelait Le Hobbit, qui a été commencé en 2010, mais il y a eu des problèmes avec Guillermo del Toro. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la même boîte de prod, c'est Warner derrière. Et en fait, à cette époque-là, Warner, à chaque fois, il s'amuse en fait à lancer des projets et en fait, notamment sur le Hobbit, si juste l'aparté du Hobbit s'est pas fait, notamment avec Guillermo del Toro, c'est qu'en fait, ils ont menacé d'envoyer le tournage en fait à Londres, au Royaume-Uni, pour en fait qu'un crédit d'impôt soit voté en Nouvelle-Zélande et que ça coûte moins cher. Ce qui s'est passé en Australie, c'est que les Australiens, par contre, là-dessus, ils sont à fond. D'ailleurs, je pense que très très prochainement, Hollywood va déménager en Australie, de ce que je vois. En tout cas, sur les gros projets. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que Mad Max a toujours été un projet australien. Et pour le coup, ça devait être un projet, encore une fois, 100% australien, le Fury Road, et c'est les éléments climatiques qui ont totalement bouleversé le tournage, puisque ça devait se tourner pas loin de là où je suis, là, à Brisbane, dans le Queensland, où il y a des déserts. Et en fait, il y a eu vu que c'était à peu près 10 ans, en fait, tous les 10 ans, il y a le phénomène El Niño, la Niña qui s'inverse, et en fait, là où il doit faire chaud et aride, il se met à pleuvoir des cordes et il y a des grosses inondations. Et en fait, le désert est devenu une terre verte. Donc c'est pour ça qu'en fait ils ont dû décaler le tournage de Fury Road en Namibie. Ça a été le plan B. Et en fait je me demande encore comment ils ont pu évacuer toute une équipe, tous ces camions, toutes ces voitures qu'ils ont construits en Afrique du Sud pour faire un tournage totalement épique ça devait être assez incroyable, hein, dans un désert hyper aride, en plus avec des acteurs et qui ont vraiment pas joué le jeu pour le coup, qui ont fait un peu leur diva et qui s'entendaient pas du tout. Je parle de Charlize Theron et de Monsieur Bane. Ouais, la légende qui n'en est pas une dit qu'ils se sont pas entendus du tout, en effet, hein, que c'était la galère sur le tournage. Non mais clairement. Bah, Tom en Hardy fait, lui il en avait. Pardon? Ah ouais? Tom Hardy et puis Charlize Theron qui se sont alors, entendus. Parce que Charlize Theron est très très professionnelle et elle était dès que en fait les techniciens arrivent, elle est déjà sur le tournage, elle aime sentir comment ça se passe et elle est très professionnelle. Et Tom Hardy c'est totalement l'inverse. En plus Tom Hardy a détesté en fait le scénario qui faisait que pendant la première moitié du film il était accroché sur une voiture et muselé et pas avoir de dialogue. Donc en fait il a fait la gueule, il se bourrait la gueule.
Et en fait, il a mis une ambiance assez exécrable, quoi. Il y avait Et, même euh, une et partie en, du contrat il y a même une partie du contrat qui interdisait à Tom Hardy d'approcher à plus de tant de mètres Charlize Theron, tellement Ouais, j'avais lu ça. il se foutait. ouais, Sérieusement. tout à fait, Paul. Alors ils sont C'est passés à autre Exactement. chose, hein, parce que maintenant ils disent que c'est oublié. En fait, Ah bah le petit regard de Furiosa à la fin, Bah, alors c'est peut-être pas le mais même non, mais ce qui c'est est peut-être très pas celui qu'on rigolo, croit. enfin, l'ironie, c'est qu'en fait, tout le monde pense que tournage galère, et c'est là Ouais. où George Miller, c'est un génie pour moi, parce que à chaque fois, on peut juger quelqu'un sur la finition, et c'est toujours bien de parler d'un produit fini, d'un film et tout ça, mais moi, j'attache énormément d'importance au tournage et en fait à comment on emmène un projet à être viable. Et en fait, enfin, c'est un projet Fury Road qui aurait dû couler, enfin, qui aurait jamais dû se faire, ou en tout cas être catastrophique, parce qu'après il y a eu des reshoots, ils sont quand même venus re-shooter ici en Australie. Parce que bon, beaucoup de gens disent il y a peu d'effets spéciaux, mais ça on va en reparler. En fait, c'est assez fascinant, c'est qu'en fait il y a peu de il faut dissocier en fait les effets spéciaux au niveau des VFX et des SFX, tout ce qu'on fait sur le plateau, sur un tournage et à la caméra en fait, et en fait tout ce qui est CGI. Et aujourd'hui en fait on est focalisé sur les CGI et on dit non il n'y a pas de CGI, notamment dans Top Gun Maverick, alors que c'est blindé CGI quoi. Et C'est un pour le bon coup exemple. Fury Road il y en a hein, mais il y a peu de CGI par rapport à l'ampleur du film. Par contre il y a énormément d'effets spéciaux parce que ils ont tourné beaucoup de choses en réel, mais séparément. Par exemple, le camion qui explose, et d'ailleurs c'est très marrant, si vous regardez la toute première bande-annonce de Fury Road, il me semble que la scène de l'explosion, on voit juste le camion exploser. Et en fait, ils ont rajouté les véhicules qui sont autour en incrustant chaque véhicule dans l'image. Et tout ça pour des raisons tout simples de sécurité, en fait. Mais Et les en fait, la véhicules qui force... étaient tournés en réel, c'est ça? Les Tout véhicules a qui été étaient tourné tournés en en réel, en réel, fait. c'est ça. Mais sauf qu'en fait, C'est ils ont été tournés indépendamment, et en fait, ils ont recomposé dans le cadre la position des véhicules en fait. de toute Donc façon, ça quand tu parles des cinématiques, enfin des SFX, quand j'ai revu la Fury Road bah, hier soir, rien que la scène de la tornade, c'est la foire aux effets spéciaux. Hein, je veux dire, c'est du fond évidemment, vert. hein, je veux dire, voilà, c'est du fond vert Ouais. En total. fait, il y a Hein. le beaucoup de plan, fonds verts même dans Fury Road. le Ouais. plan Il y a iconique beaucoup de... Exactement. le plan iconique de la voiture d'Immortan Joe qui explose avec son volant qui arrive au centre, il n'y a pas plus numérique que ça, hein. Exactement, ouais, Nous exactement. étions en plein dans Ouais. l'époque de la 3D, puisque Ouais. ce film Alors avait ça, été c'est aussi voilà, étudié ce avec plan-là, la 3D. il est spécifique, je pense, à la 3D parce que c'est le Oui. jalissement final. Après, le fond vert, c'est pas forcément du CGI. On utilise du fond vert pour intégrer ensuite des D'autres trucs en incrustations, mais réel, qui ouais, peuvent c'est être ça. aussi tournées en réel. C'est pour ça que faut dissocier en fait tout ce qui est vraiment effets spéciaux physiques, réels et les incrustations et les CGI où là c'est purement du numérique. Et c'est pour ça D'ailleurs, je pense qu'il y a une confusion avec Je voudrais par rapport à revenir. Fury Road. Ouais, Vas-y. Paul. Oui, Paul. Excuse-moi, Kevin, je t'ai coupé, je suis désolé. Je voudrais revenir sur Non, ce non. que tu disais parce que je trouve ça super intéressant sur le tournage compliqué. Après, il faut comprendre aussi à la décharge de Tom Hardy, hein, c'est pas pour l'excuser de se bourrer la gueule sur le plateau, mais en fait, finalement, ça tient aussi beaucoup à la façon de travailler de George Miller. C'est-à-dire que George Miller, il fait inventer des backstories au moindre personnage. C'est-à-dire que pour que son histoire soit consistante, tout le monde doit avoir une backstory et il crée des ateliers. Et donc il y avait les pondeuses hein, qui sont dans le War Rig avec Furiosa, qui avait un atelier avec Charlize Theron, qui elle avait déjà l'histoire de Furiosa, parce que l'histoire de Furiosa était déjà prête à ce moment-là. D'ailleurs, elle voulait. Et même celle de Westland. Elle Je te lit coupe, le- même celle-ci, elle- ça se fait de Westland est écrite aussi. Ouais, et Il a tout George écrit Miller avant lui les donne le scénarios. scénario de Furiosa d'ailleurs avant de tourner Fury Road et elle dit mais pourquoi on tourne pas ce film là parce quand elle a lu le truc de Furiosa elle a pété un plomb. Il a dit non on fait Fury Road, calme-toi. Mais elle est en atelier avec ces nanas là, les méchants sont en atelier entre eux, les Warboys sont en atelier entre eux et puis Tom Hardy il est tout seul, lui il a pas d'atelier. Donc il est un peu perdu, il est un peu comme ça, et puis il a pas du tout l'habitude de la façon de tourner de George Miller, et ça, tous ceux qui ont tourné avec George Miller le disent, c'est très compliqué, puisque lui, il fonctionne au storyboard, et il fonctionne au plan, il filme un plan. Il prend un acteur, il le met, il lui fait faire son plan, 2 phrases s'il en a une, ça y est, c'est fini. Et l'acteur joue pas, et l'impression qu'il joue pas. Et Tom Hardy, il disait, mais moi, j'avais l'impression que je ne jouais rien. On me faisait faire une suite de plans, là, on me faisait poser 30 secondes dans un truc, on me disait, c'est bon, c'est fini, retourne dans ta loge. Et il disait, mais qu'est-ce que ça va être que cette merde? Il s'est bien entendu excusé après l'avoir vu en disant, ah ça y est, j'ai compris. Mais sur le tournage, Tom Hardy, il était comme ça parce qu'il comprenait pas ce qu'il faisait.
Et la manière de George Miller de travailler est très spécifique et il n'avait pas l'habitude, il n'avait pas de monologue de plusieurs minutes à faire, il pouvait pas s'exprimer en tant qu'acteur, puisque de toute façon, il ne faisait que refaire très minutieusement les plans que préparait par le storyboard et il en sortait pas. Et ça l'a beaucoup désarçonné puisqu'il n'avait pas du tout l'habitude de travailler comme ça. Donc il était en train de dire à tout le monde mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Et donc finalement il s'est pris de bec avec tout le monde pendant tout le tournage. Mais c'est aussi dû à la façon de travailler de George Miller qui est très iconoclaste, on va dire. Et Guillaume, toi? Parce que du coup, t'en as parlé un petit peu, mais... J'ai tellement envie de partir dans tous les sens. Il y a tellement de choses qui se sont dites, c'est incroyable. Donc on va rester focus sur Fury Road. Fury Road, quand je l'ai vu, je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'en veux au film et à tout le côté communication autour parce que je trouve qu'ils ont une façon de présenter leur image comme des films qui peuvent être bêtes, vroom vroom, des voitures dans un désert et c'est tout sauf ça. Moi, je pense que Fury Road, quand je l'ai vu là, enfin, c'était pour moi du cinéma, du cinéma, tout passait par la mise en scène. Il y avait une mise en scène absolument incroyable. Chaque plan est pensé, et je peux comprendre pourquoi des mecs comme Tom Hardy se disent, mais attends, je parle même pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout est tellement réfléchi en termes de découpage de l'action, c'est de la magie. Pour moi, c'était vraiment du cinéma. Et d'ailleurs, pour revenir Guillaume, je me permets juste 2 secondes, je rebondis sur ce que tu dis, ça a déjà été dit plusieurs fois. Il faut savoir que George Miller est un fan absolu de cinéma muet. Donc c'est pour ça qu'en fait il a toujours dit, il s'intéresse très très peu au dialogue. Lui il fait clairement ses storyboards systématiquement. Ça beaucoup retravaillé au montage parce que c'est ultra millimétré. Et c'est justement voilà pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que ce travail de dire chaque plan est pensé, c'est vraiment minutieux. Les émotions vont passer par les regards, par les gestes, absolument pas par les paroles, ce qui a pu effectivement désarçonner Tom Hardy, j'imagine. Mais voilà, c'était juste pour dire et dire aux spectateurs qui nous regardent, que le réalisateur est un fan absolu du cinéma muet, et plus particulièrement du cinéma noir et blanc, mais ça j'y reviendrai après, pour un petit peu comprendre aussi comment est étudiée et pensée sa mise en scène. Ouais, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait les mots n'ont pas leur place. Il n'y a pas besoin de faire parler les personnages. C'est simple. Si on regarde le film, on comprend des histoires dans les histoires. On parlait des mamans qui donnent du lait, mais il y a aussi une séquence de 10 secondes où quand ils traversent la nuit, t'as des mecs sur des échasses. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, tu vois? On dirait Dark Crystal, ce moment-là. C'est vrai. Un petit peu. Et d'ailleurs, ces gars-là, ils ont une histoire aussi, hein. On les voit. C'est ça la puissance de ce film, c'est que ça te fait marcher l'imaginaire, ça te donne envie de t'imaginer l'histoire dans l'histoire. Tout savoir. Et ça, c'est ça que tu construis un mythe. Et c'est un petit peu tout ce que dit la fin de Furiosa aussi, mais on en reviendra plus tard. Je reviens sur le parcours campbellien. Tu disais que il y avait Tom Hardy, Max qui avait rien demandé, qui est parti, mais ce qui déclenche son voyage initiatique entre guillemets, parce que c'est quand même le 4e film de la saga, c'est que c'est Furiosa qui déclenche tout. Si elle ne part pas, Max est mort en fait. Il est emprisonné, il est enchaîné. On lui prend du sang parce qu'il a du sang compatible pour essayer de ouais, exactement. Et c'est ça. Et cette espèce de parcours. Et quand je disais de mise en scène, on dirait aussi que chaque plan. On parlait de la tornade dans le désert, mais on dirait un tableau un peu de John Martin. Ce mec qui a fait les tableau de l'enfer, Pandémonium, etc. Et ben c'est ces films avec Furiosa. Ça, ouais. Quand tu mets pause, tu peux faire un screenshot, l'encadrer, le poser sur un mur et tu dis voilà, ça c'est de l'art. Et ce film c'est de l'art. Il n'a pas besoin il a pas besoin de faire parler ses personnages. Tout passe par la mise en scène, les jeux de regard comme tu disais. Et pour une fois, j'ai eu l'impression de retrouver le Mad de Max. Je m'explique. Très rapidement, c'est que Mad Max, à part à la fin du premier, où il est foucant en fait. Dans le 2, il est pas fou. Il essaye de survivre et à un moment il est vénère, il veut aller détruire tout le monde. Dans le 3, voilà,
j'ai beaucoup d'affection pour le 3, mais On va y revenir. quand est-ce qu'il est fou? Et c'est ça qui est bien, c'est que Tom Hardy, même s'il a peut-être pas compris son rôle au départ, son jeu de... Est-ce que c'était pas plus mal finalement, être surpris par les événements? Bien sûr, voilà, bien sûr, il y a rien de meilleur que quand un film d'action ferme oui. ferme sa gueule. Et c'est ça qui est bon dans ce film, c'est que tout ce qui se passe parle pour parle à la place du narrateur, même s'il y a un narrateur qui revient souvent, et le découpage dans Furiosa, comme on avait dit, en chapitres. Alors c'est pas propre à Furiosa, hein, il y a des tonnes de films qui ont fait ce genre de procédé en découpage en chapitres. Je pense mais là ça fait sens à Lars von Trier qui avait fait The House that Jack Built, qui parle de chapitre en chapitre de la façon de tuer de son personnage principal. T'as vraiment plein de films qui font ce genre de choses, hein. Je crois même dans comment ça s'appelle, Nymphomaniac aussi, t'avais des découpages en chapitres. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que là j'avais plus l'impression dans Furiosa que c'était de la bande dessinée ou peinture qu'on retrouve aussi dans Fury Road. C'est une avalanche visuelle qui est forte, et je sais pas, je reparle de ce que je disais au début, de communication. Comment tu vends un film comme ça sans le faire passer pour oui, c'est un film débile avec des voitures. Les gens, quand ils vont pas le voir, je leur dis mais pourquoi? Oui, ouais, les voitures, tout ça. Mais c'est un peu comme pour défendre un peu notre paroisse avec Paul, au couteau no Ken. Ken le survivant, les gens ils disent ouais, c'est un mec qui casse les gueules dans un désert, mais c'est tellement autre chose, il y a tellement de choses à raconter, avec peu de mots, le héros presque mutique qui a des choses à dire et qui passe par des émotions, je trouve que... Ouais, c'est les héros taiseux, ça raconte beaucoup de choses, les héros taiseux. C'est fabuleux, et voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu as raison. Il y a quelque chose sur lequel je voulais rebondir rapidement, c'était, tu parlais des couleurs et du côté vraiment pictural de Fury Road, et d'ailleurs de Furiosa aussi. Mais n'en parle pas trop, Furiosa, on va y venir après. Le côté vraiment que j'ai adoré, moi c'est pour ça que je le mets vraiment au-dessus de tout, c'est que c'est quasiment une métaphore, hein, le truc. Hein. Je veux dire, au départ, tout est rougeoyant, après ça devient complètement bleu. Et combien de films se permettent une telle audace en passant par la tempête, et ça montre aussi les états, les émotions de ces personnages. C'est clairement de la narration chromatique, quoi. Oui. Je trouve ça hyper important, les couleurs dans Fury Road. D'ailleurs, sa version chrome est un gâchis absolu. Tu enlèves toute la symbolique, et Miller le dit aussi. Bon, c'est le film que je préfère, c'est en noir et blanc, c'est la version chromatique, hein, mais on perd en symbolisme des couleurs. Et c'est sûr que là, quand t'as le guitariste habillé en rouge complètement fou qui traverse, tu vois juste un mec en pyjama. Excuse-moi, ça me fait plus, ça fait plus le même effet. Du coup, merci à toi Guillaume d'avoir rebondi, parce que j'allais y venir. Il existe une version, donc la Black and Chrome Edition, qui à la base est ce que voulait le metteur en scène. Le metteur en scène, il faut savoir qu'il y a eu une, comment on appelle ça là, quand c'est présenté à un public, il y a une projection presse, enfin il fait une projection test, pardon, de ce film. Il était entièrement muet et en noir et blanc. Donc c'était le tout premier montage qui a été fait, avant les reshoots justement, qu'ils a dû rajouter justement les dialogues. Il voulait vraiment que le film, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, hommage finalement à ce que lui aimait, les films muets, et donc forcément en noir et blanc. Donc il avait été pensé en noir et blanc et en muet. Bien évidemment, les retours ont été globalement catastrophiques. Donc la Warner lui a imposé le retour de la couleur, donc avec toutes les symboliques qui vont avec. Donc au final, merci à lui aussi, parce qu'il a fallu rebondir et penser à toute une symbolique que visiblement il n'avait pas pensé dès le départ, et rajouter quelques dialogues. Pas trop, mais quand même quelques-uns. Il faut savoir, moi, j'espère qu'il y aura une version 4K Ultra HD de cette édition-là, même si j'en doute. La Black and Chrome Edition, même si effectivement il y a moins de symbolique, rajoute énormément de profondeur de champ. Parce qu'il y a un vrai travail sur les gris, sur les blancs, et la profondeur de champ dans tout ce qui est les déserts, et même la profondeur dans les véhicules, je les trouve très impactantes, et plus que la version colorisée finalement, même si on y perd en émotion picturale. C'est un peu ce que tu avais dit tout à l'heure, Arthur, effectivement. Et justement, maintenant on va rebondir sur Furiosa. Alors même de parler de tout, on va parler du visuel, parce que beaucoup de gens ne se déplacent pas parce qu'ils disent oh là là, j'ai vu les bandes annonces, on voit les CGI, limite c'est dégueulasse, sauf que c'est passé littéralement à côté finalement du sujet du film. Puisque le film, c'est tout simplement un mythe, et qu'un mythe, c'est fantasmer. Et comme l'a dit George Miller lors d'une interview, certains effets spéciaux ont même été laissés légèrement visibles pour que l'être humain arrive à faire la différence entre ce qui est réel et la part du mythe. Je trouve ça absolument fascinant. Je crois qu'on ne le mérite pas, vu que 3/4 des gens ne le voient absolument pas et ne le comprennent pas. Et donc je voulais revenir avec vous les gars sur ce que vous pensez justement des visuels, donc beaucoup plus fantasmés, beaucoup plus marqués, ultra saturés, bien plus encore que Fury Road de Furiosa.
Et juste une petite aparté avant de donner la parole à Kevin, il faut savoir que Furiosa, il y a vraiment deux temps pour moi. La partie quand elle est enfant, où là on est vraiment sur des peintures, presque, où finalement c'est là où les effets visuels se voient le plus, mais là on est dans le fantasme absolu. Et après petit à petit on se rapproche du visuel de Fury Road. Je dis bien rapprocher, parce qu'il y a quand même des différences. Kevin, t'en penses Change quoi? de photographie aussi. Oui, bien sûr. Et de mise en scène surtout, mais oui. c'est sûr. Kevin, là-dessus, il est grincheux. Sois grincheux, Parce vas-y. parce que c'est compliqué. J'ai adoré le film précédent de Furiosa, enfin à Furiosa, qui est le film 3000 ans à t'attendre, et qui était très très différent de ce qu'on avait vu sur Fury Road, où il y avait énormément d'effets spéciaux et voilà d'images encore plus picturales, je trouvais, et Et en chapitre aussi d'ailleurs. et en Il est chapitre aussi. chapitré. Mais tu Et, pourrais même en faire une trilogie, hein. Tu ferais Fury Road, 3000 ans à t'attendre et Furiosa. Pareil, là tu fais sur un thème, si tu peux en faire une trilogie aussi, hein. Ouais, ouais, et totalement. Et en plus, enfin, on a l'impression que c'est vraiment un travail préparatoire à Furiosa, quoi, ce qu'il a fait. Mm. Et ça m'a absolument pas dérangé. Au contraire, j'ai trouvé ça magnifique dans 3000 ans à t'attendre. Le problème, c'est que quand on revient à faire un Mad Max, même si ce n'est pas un Mad Max et juste un film dans la saga, euh, ce qui est fascinant dans cette saga, c'est le practical, c'est le fait on fait pas d'effets spéciaux dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4, ils sont totalement invisibles. Et là, ils pètent à la gueule, quoi. Et en fait, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ok, il a fait 3000 ans à t'attendre et il va vouloir partir là-dedans. Alors après, moi, il y a des choses que je sais pas si vous êtes au courant, mais vu que je suis en Australie et que, et que voilà, voilà, je suis archi fan de George Miller et de la saga de Mad Max et de Fury Road, bien sûr. Je me suis renseigné à fond et en fait, je suis arrivé sur la fin de la post-production. Et voilà, j'ai essayé de faire mon pied dans cette industrie. Bon, faut savoir qu'il travaille beaucoup en famille, George Miller. Mais le gros problème, c'est que euh, juste pour information, quand il a fait Happy Feet, il a fondé des studios d'animation à Sydney. Et en fait, George Miller, il arrive à garder son authenticité et à travailler avec les mêmes personnes. Et même si derrière il y a Warner qui le finance, il arrive à être très très autonome et à imposer des choses. Alors là, il est plus tout jeune et je pense qu'il a de plus en plus de mal à, voilà, à rester le patron. Et en fait, le problème qu'il y a eu, c'est que encore une fois, Warner a demandé des crédits d'impôt et là, ils ont annoncé, notamment à Sydney, que voilà, ils donnaient plus de subventions et de financement. Faut savoir que le gros de la production maintenant australienne, enfin américaine, hein, parce qu'il y a Disney implanté ici et tout, est parti dans le Queensland, donc du côté de Gold Coast et de Brisbane, et que Sydney, voilà, la production cinématographique est en train de se casser la gueule, vraiment. Et d'ailleurs, ça part à Melbourne aussi, ce que je ne comprends pas du tout, parce que bah, Sydney, c'est quand même, enfin, depuis la nuit des temps, enfin, Matrix a été tourné à Sydney, enfin voilà, c'est vraiment l'une des capitales du cinéma américain avant même d'être celle du cinéma australien. Et d'ailleurs, moi, il y a un film que j'ai adoré cette année, c'est le nouveau volet de La planète des singes, et qui a été tourné aussi quasiment entièrement à Sydney, aux alentours. Donc, euh, donc voilà, moi qui ai vu La planète des singes juste avant, j'ai trouvé que visuellement c'était hallucinant, les effets spéciaux encore incroyables. Et là, sur Furiosa, ben, ça pique un peu. Alors là, je l'ai vu 2 fois. Et la première séance, je l'ai fait à l'IMAX de Sydney, qui est le troisième plus grand écran au monde. Qualité incroyable. Le souci, c'est que quand on voit un film sur un aussi grand écran, c'est que tout ce qui se passe dans le fond de l'image, en tout cas sur le deuxième, troisième plan, quatrième plan de l'image, devient immense aussi. C'est-à-dire que des petits véhicules, des figurants, eh ben on les voit des fois à la taille comme si on les regardait sur un écran normal, quoi. Et du coup, le personnage sur un écran IMAX, enfin c'est 30 mètres de haut sur 30, enfin ouais, c'est même 35 mètres de haut sur 30 mètres de large. Donc en fait, les arrière-plans, on les voit aussi bien que sur un écran normal. Et en fait, cette première séance, T'as dit 30 mètres de haut ton écran? ouais, 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 Ah, donc les c'est vrais vraiment IMAX, très, c'est très très grand, hein. ouais, c'est très très grand. Donc en fait, ouais, des fois des choses qu'on voit, on les voit là, les figurants et tout sur un petit écran, on fait ah ouais, c'est pas mal machin. Là, ça saute aux yeux, vraiment quoi. Et il y a des séquences que je trouve en termes, enfin visuellement assez ignobles dans la conception. Et Miller avait dit, hein, alors je sais pas s'ils en ont parlé ailleurs, dans des articles en France et tout ça, mais en tout cas,
à Ciné, ils en ont parlé, c'est que ben voilà, la coupure des crédits d'impôt, la coupure des subventions ont fait que les boîtes d'effets spéciaux se sont cassées la gueule. Et en plus, il y a d'autres problèmes, il y a l'IA, enfin plein de choses. En fait, les mêmes problèmes qui se passent aux États-Unis ou même en Europe. Et en fait, là où Fury Road, c'était vraiment une seule boîte d'effets spéciaux, enfin une ou deux, il y a Deneg, Ça sent la sous-traitance, Framefork, ça. voilà, qui bossent là-dessus. Là, en fait, on a demandé à des Indiens de bosser sur Furiosa. Ça C'est plaira pas un à Paul. problème. Paul, tu rebondiras après. Ouais, moi j'aime beaucoup le cinéma de Bollywood, mais du coup, je trouve quand même que ça manque d'homogénéité. Vraiment. Je trouve qu'il y a des choses vraiment où c'est pas beau, et d'autres qui sont, voilà, qui sont de l'ordre voilà, du tableau, c'est poussé. Mais en fait, moi, ma séance IMAX, je l'ai pas du tout apprécié parce que j'y ai vu trop de défauts. Ensuite, je l'ai vu une deuxième fois, notamment avec l'équipe du film, et sur un écran un peu plus modeste, et notamment un écran enfin, qui est pas laser, parce qu'en fait, IMAX, vu que l'écran est immense, ils envoient avec deux gros vidéoprojecteurs, donc c'est hyper lumineux. Et en fait, je l'ai Avec vu sa avec luminosité, ouais. avec un petit projecteur, et en fait, même la colorimétrie, enfin, il y a des choses qui étaient un peu moins nettes, et j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. En tout cas, j'ai vraiment adoré ma deuxième vision. Je me Voilà, j'ai permets trouvé un peut-être peu juste plus intéressant. une petite remarque aussi, parce que moi je suis un peu partagé. Alors je dirais pas ignoble, mais j'ai beaucoup aimé Furiosa, hein, Moi, je je dirais précise. visible parfois, voilà. Mais en fait, c'est-à-dire que donc moi je casserais aussi un petit peu ce que tu dis, Brice. J'entends évidemment que ce soit un choix, l'idée du mythe, etc. Mais j'imagine aussi qu'il n'a pas eu complètement peut-être le budget nécessaire, parce qu'il y a des scènes quand tu compares Fury Road que j'ai revu hier et puis Furiosa, où, par exemple la moto qui passe sous le camion, etc., qui se fait renverser. Personnellement, je trouve que ça se voit vraiment énormément, et moi j'ai tout de suite tilté dès le départ. Quand elle monte sur le cheval, par exemple, où elle saute en fait directement, on dirait qu'elle est happée par le cheval. Ça m'a pas dérangé en soi, parce que pour moi j'ai l'impression qu'il a presque un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il choisit un style graphique, je vais exagérer le trait, hein, un peu comme 300, mais sans aller jusqu'à 300, où il y a une hyper fluidité. Faut pas oublier que dans Mad Max, les vieux Mad Max aussi, il y a énormément de scènes qui sont tournées en accéléré. Là tu as encore ça dans Fury Road et dans Furiosa aussi. Alors, je Des rebondis, scènes il faut savoir que les quand ils scènes se battent. accélérées, c'est aussi très très propre au cinéma, j'y reviens à chaque fois, mais au cinéma d'époque muet, où il y avait énormément de changements de cadence, beaucoup plus de qu'aujourd'hui. Voilà, juste. Ça me dérange pas, mais par exemple, surtout, c'est vrai que c'est la surtout, crit, le Vas-y, cinéma vas-y. accéléré, c'est surtout très très propre à la saga Mad Max. C'est-à-dire, Aussi, Ouais. de toute façon. c'est Ah oui, c'est des pour ça que je l'ai accélérés, revu on dans avait les depuis le anciens. 1, hein. Il y en a. Il y en a, c'est ce que je dis, alors, en ayant regardé les vues à nouveau, il y a énormément de choses qui sont en accéléré, et puis finalement, il y a aussi des reproches qu'on pouvait faire à Furiosa, qu'on pouvait faire Et à d'ailleurs, Furiosa Arthur, tu aussi, vois, où on retrouve ça. Mais moi, il y a juste ce petit côté. Est-ce qu'il a choisi d'aller dans bon, le pas réaliste, entre guillemets, et dans Furiosa, à mon avis, c'est pour ça que je l'aime un peu moins. Il a le syndrome du deuxième opus pour moi, c'est-à-dire on va tout mettre au max, toujours plus, toujours plus, toujours plus, et dans la construction même des scènes d'action. De Fury Road par exemple, pour moi c'était vraiment une idée jamais recyclée, etc. Ça va vraiment les mecs sur les perches, c'est quand même complètement fou furieux quand t'as Tom Hardy qui est sur la perche, ça explose de l'autre côté, il arrive de l'autre, il retombe sur le truc, ça ne s'arrête jamais, et voilà, il y avait cette idée de construction qui était peut-être un peu différente, et là dans les effets spéciaux je pense qu'il a voulu prendre une envergure supplémentaire, un peu comme Alien 1, Alien 2, on va mettre plein d'aliens. Par exemple, je sais pas, il y a des moments où ils sont combien? Ils sont des milliers peut-être en voiture quand ils arrivent au début de Furiosa. Et ça, c'est une question de sensibilité pour ma part. Je suis plus adepte du cinéma quand il est plus cadré sur des choses vraiment à hauteur d'homme, que quand on s'en éloigne vraiment, ça me sensibilise moins. Par exemple, quand elle perd, spoiler alerte, mais bon, je pense maintenant les gens ont vu Furiosa, mais quand on sait qu'elle a un bras en moins, hein, mais je veux dire, pendant cette scène où elle perd un bras en moins, elle aurait pu être plus forte peut-être dans une autre configuration, pour moi, à mon sens, hein, parce que c'est vrai que je trouve que même entre le 1 et le deuxième, si on peut parler de suite, hein, le premier est plus crasseux, plus gore, je veux dire, Non, dans le non, sang, etc. non, non. Je suis absolument pas Vous n'êtes d'accord pas non plus. d'accord? Non, Vous êtes pas du peut-être tout. que c'est... Non. Non. C'est, Moi, je Et trouve qu'il juste, est plus crasseux, mais et, en et termes de juste pour, photographie aussi. avant de laisser la parole, on verra Paul, Guillaume, qui vous voulez, juste rebondir. Tu as parlé de mise en scène, c'est très très intéressant. Mais chaque Mad Max a des mises en scène totalement, et j'appuie sur ce mot, totalement différentes. Fury Road et Furiosa n'ont rien à voir au niveau mise en scène. Fury Road, c'est vraiment du millimétré, assez plus proche des corps finalement, et très 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 monté.
des surcuts. Ça va pas comme dans certains films, c'est pas dérangeant hollywoodien où tu vois rien. Là, au contraire, c'est cuté, c'est hyper propre et ça joue finalement sur la vitesse du montage pour te happer. Furiosa, c'est pas du tout ça. Furiosa prend de la hauteur, beaucoup de hauteur. Pourquoi? Ça raconte un mythe, vraiment. Et pour raconter un mythe, tu prends de la hauteur. Donc du coup, la mise en scène devient plus virtuose. Tu as des plans de cam dans ce film qui sont absolument extraordinaires et des fois tout simples. Mais ça prend de la hauteur en permanence. Ça suit les personnages sur des petits plans séquences, parce qu'il y a vraiment de gros, mais sur des petits. La caméra se transporte toujours autour des personnages jusqu'à faire des extra zooms quand même sur les visages, souvent en fin de cut. Ce qui est absolument exceptionnel. Et là, effectivement, on peut parler de limites un peu budgétaires, tout ce qu'on veut. Certainement qu'il y a un fond d'excuse quand il dit que certains effets spéciaux ont été laissés volontairement pour faire une différence. Il y a peut-être un petit fond d'excuse. Mais je veux dire, quand tu as une mise en scène beaucoup plus aérienne, tu es forcément obligé d'avoir beaucoup plus d'effets spéciaux. Puisque tu peux pas tricher par un montage rapproché. Non, c'est juste pour dire au niveau de la mise en scène. Par exemple, il y a une séquence assez exceptionnelle. Alors c'est peut-être pas celle que tout le monde pense. C'est la scène en fait où il y a l'explosion et qu'elle est derrière la grille et qu'on voit les flammes qui viennent vers elle. Scène absolument incroyable. Pendant 5 minutes, la caméra c'est finalement portée à l'épaule, mais elle reste super fluide et elle fait des va-et-vient en permanence entre les deux personnages et c'est exceptionnel. C'est-à-dire en fait, il n'y a pas de cut, ça laisse le temps de respirer et en fait il y a cette idée de comme tu es un mythe, que c'est raconté, quand on te raconte une séquence, tu la vis pleinement, elle n'est pas cutée. Et Fury Road n'est absolument pas monté comme ça. Et c'est ce qui fait aussi l'attrait, et moi qui m'a surpris et finalement beaucoup plus dans Furiosa, c'est cette prise de hauteur permanente. Voilà, je vous livre un mythe, et voyez peut-être le gigantisme du mythe, puisqu'effectivement, quand on a le personnage de Dementus, quand il arrive à la citadelle, c'est là où il y a des milliers de véhicules. Mais là, on est vraiment propre dans le mythe. Voilà, on peut le rajouter, c'est amplifié. Dementus, il avait que 10 hommes, on ne sait pas. Mais l'historien a décidé, ou l'homme d'histoire, je ne sais plus comment on l'appelle, a décidé peut-être de rajouter des milliers. Et au niveau du mythe, ça prend de l'ampleur. Et il fallait que la mise en scène à ce moment-là soit vraiment vue de très très haut. Moi, tout ça fait vraiment sens par rapport au propos même du film qui est le mythe. Paul ou Guillaume, vous vouliez... Ah oui, Arthur. Je voulais juste rebondir sur quelque chose, sur le caractère plus crasseux du dernier et tout. C'est une question de sensibilité aussi. Hein. Moi, personnellement, je suis plus sensible au premier qu'au deuxième, dans la manière de faire. On a quand même Immortan Joe qui se fait arracher le visage. On voit sa tête éclater, etc. Je trouve que c'est quand même assez... il y a des coups de tronçonneuse et des mecs qui se font écraser. Je dis pas que le deuxième est édulcoré, mais alors c'est peut-être dû aussi au personnage de Dementus qui apporte plus d'humour, aussi, parce que c'est un peu un syndrome de Peter Pan. Le bonhomme, on sait pas trop, il a un côté un peu enfantin, etc. Je sais pas, mais en termes de ressenti, de sensibilité, moi j'ai été plus sensible au côté du premier, sur la manière de représenter la violence. Avant que Guillaume et Paul qui ont un avis contraire, il me semble, je suis d'accord avec toi, mais parce qu'elle est plus graphique, c'est même la scène du fœtus dans Fury Road, quand il prend le bébé, il lui coupe le cordon ombilical. Trash. Ouais, c'est trash. Mais je pense que la violence... Il se prend un coup d'arbalète, il a la main avec la flèche qui est dans la tête, etc. Il y a quand même beaucoup de trucs où il prend cher physiquement. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que les séquelles physiques des personnages sont moins présentées de la même manière. Ah oui, il y a très probablement une... C'est différent, c'est volontaire aussi. Paul, Guillaume, vous en pensez quoi ? Si tu es choqué de l'accouchement avec le cordon ombilical qui est vu, non. Alors que dans Furiosa on voit carrément un bébé siamois, je sais pas comment on fait pour comparer ça. Il y a 8000 exemples que Furiosa est beaucoup plus crade, mais je vais laisser la parole à Paul. Ah oui, Paul, vas-y. Je vais essayer d'être synthétique parce que alors là, j'ai tellement de choses à dire. Je vais vraiment essayer d'être synthétique. Pour tenir des heures. Par où je vais commencer? Alors les CGI, moi je pense que plus qu'une histoire de CGI, c'est aussi une histoire de patine générale du film. Déjà on change de directeur de la photographie. Hein. On avait John Seal pour le Fury Road. Là on a Simon Duggan. Ah, c'est marrant que tu parles de 300 parce que c'est le directeur de la photographie du 302. Qui était donc de Warcraft, en fait, ces trucs-là. Donc c'est quelqu'un qui qui pousse les potards à fond tout le temps. Mais je pense que l'expérience de Miller faisait qu'il avait un peu envie de faire ce genre de choses. Et je pense que c'est plus une question de patine générale que de CGI mal fait, parce que moi dans Fury Road les CGI je les vois aussi personnellement. Et ça me dérange pas. Non, on les voit. Alors si je veux synthétiser mon propos, moi je suis un
grand adepte de cinéma asiatique, hein, que ce soit du cinéma japonais. Donc moi j'ai l'habitude de voir des mecs dans des costumes de monstres en caoutchouc qui se tapent contre des robots. Moi je dis ça, c'est un homme de Je suis goût. un grand amateur de cinéma hongkongais où avec 3 francs 6 sous, et même si Ouais. ça se voit, on fait des trucs pas possibles et on s'en fout. Ils ont des mises en scène de fou. J'adore le cinéma indien et vous allez des films, pour moi je prends des films comme RRR, des choses comme ça, Bahubali, où les effets spéciaux sont pas non plus complètement dingues, mais où ce qui prime c'est la mise en scène et l'idée. Et donc Furiosa, je l'accepte comme ça. Personnellement, peut-être que moi je suis moins attaché au réalisme des effets spéciaux, donc ça c'est vraiment une question de ressenti personnel qui font que moi je les accepte. Moi je trouve que dès les premiers plans on est dans cette espèce de jardin d'Éden là, la Green Place, avec des feuilles vertes fluo et des pêches toutes roses, toutes belles. On voit qu'on n'est pas dans la réalité, qu'on est dans le mythe, l'histoire. Et je pense que c'est aussi une volonté alors il y a peut-être eu des restrictions budgétaires, mais je pense que Miller est assez il a quand même 80 balais, je sais pas, 50 ans de carrière, donc il s'est à peu près, il s'est dit, j'ai des limites, et je vais faire avec, et je vais inscrire mon film dans ce mythe, et qui moi, cette patine, elle me rappelle plein de choses. Moi, bon, déjà, faut savoir que Furiosa, à la base, ça devait être un animé, hein, qui devait être fait par Mairo Maeda. Mairo Maeda, c'est quelqu'un qui a fait tout le travail préparatoire visuel, qui se retrouve dans Furiosa, tant au niveau des couleurs qu'au niveau de certains designs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Mairo Maeda, c'est Evangelion, c'est la partie animée de Kill Bill. Voilà, pour les trucs les plus connus, c'est Animatrix. Enfin, c'est un très grand monsieur. Et moi, je pense qu'il inscrit son film, qui est une saga, mais une saga mythologique, hein, campbellienne, mythologique. Et il inscrit son film là-dedans. Donc, moi, cette patine fausse, ça me ramène aux animés. Moi, pour moi, vraiment, Furiosa, j'ai eu l'impression de voir un animé en live. Mais un peu comme une espèce de flou Ouais, cinétique voilà, aussi, avec qui est appliqué au perso, qui donne un dynamisme qui est assez particulier. Ouais, c'est aussi, ça. ouais. Et puis moi ça me comme la version Black and Chrome de Fury Road ramenée au cinéma de Buster Keaton un peu, hein. C'est vrai qu'on comprend ça tout de suite quand on la voit, la Black and Chrome. Ah putain, ouais, ça y est, je comprends son amour du cinéma muet en noir et blanc. Mais là, moi et je veux dire, il veut faire une épopée à la Cécile B2000 et voilà quoi. Donc quand vous regardez les péplums anciens, la photographie est saturée, c'est fait en studio, ça se voit. Je veux dire plein de trucs mythologiques. Tu prends les Wuxiapian, les films de KPDP chinois de la Shaw Brothers qui sont faits en studio, où on voit que tout est faux. Et tu prends c'était des films magnifiques pourtant. Voilà, et c'est magnifique et tu rentres dedans. Et je pense que sa démarche, elle s'inscrit vraiment là-dedans. Donc pour moi, ça m'a pas dérangé. Je peux comprendre que ça dérange. Moi, je trouve même que ça apporte un plus à ce film-là. Moi, j'avais vraiment l'impression de voir un comic book sur un comic book fait en vrai, quoi. Moi, c'est justement aussi. cet irréalisme du visuel, moi personnellement, qui me plaît fortement, qui est une plus-value au film. Alors je peux comprendre. Et même ce qu'il est important de rappeler, je rebondis, il est important de rappeler, il y a quelques années, je pense que on va le nommer, hein, Marvel a fait beaucoup de mal en fait au visuel au jour d'aujourd'hui parce que les effets spéciaux ratés en fait n'apportent rien, ils sont juste visibles, il n'y a pas de pensée derrière, il n'y a pas de mise en scène. Mais il y a quelques années, les gens ne râlaient pas de voir des effets visibles. Ils servaient parfois à la narration, ils t'apportaient ailleurs, on parlait de 300. Des fois je me demande si 300 sortait aujourd'hui, si on n'aurait pas plein d'abrutis, excusez-moi le terme, qui diraient « Oh là là, mon Dieu, c'est faux, où est le réalisme ?» On en est presque là. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de retour en arrière qui a été, parce qu'il y a des sagas qui ont fait du mal effectivement à abuser d'effets spéciaux trop visibles pour rien. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de rejet des effets spéciaux. Et là où c'est grave, c'est que il n'y a plus les projecteurs, enfin les équipes des effets spéciaux n'ont même pas les projecteurs sur eux pour se défendre de quoi que ce soit. C'est juste comme par exemple pendant la promo de Top Gun que tu parlais tout à l'heure. Maintenant, ça a été revu parce qu'ils ont montré des effets spéciaux, mais qui au début te dit tout est fait en vrai. Et donc du coup le travail des mecs derrière les effets spéciaux, on les voit plus, on les invisibilise. Alors qu'en vrai, il faut un travail de dingue qui est invisible, parce que peut-être que les gens aujourd'hui sont plus à la recherche d'un réalisme, mais à un moment donné, il faut arrêter. Les effets spéciaux ne sont pas le mal dans le cinéma, et ont le droit d'être visibles et finalement de participer à un visuel. Oui Paul. Non mais le plan est truqué maintenant. Je rebondis juste sur un truc, après je finis.
quand on parle aussi, ouais, ah là là, Fury Road, c'était vachement bien, c'était tout réel. Donc bon, ça c'est faux, c'est les gens qui C'est là. faux, ouais. Ouais, là c'est que du CGI. Je rappelle juste deux trucs. Hein. Où tu parlais de la scène où ils arrivent, qu'on voit de haut. Alors c'est vrai que c'est un film qui joue beaucoup plus sur la verticalité que les autres Mad Max. Hein. On prend de haut parce qu'on est dans une saga justement. C'est un Mad Max saga. Hein. C'est Furiosa qui est la saga. C'est pas Mad Max dans le titre. Hein. C'est Furiosa qui est une saga Mad Max. Et il y a quand même 4000 vrais véhicules qui sont filmés, quoi. Ouais. Hein, la scène du milieu du Warrig, elle prend 76 jours de tournage. Je veux dire, quand tu prends 67 jours... qu'il y avait 4000 véhicules qui ont été filmés. Derrière, alors ça, je tiens l'information de Melvin Z. Donc je pense qu'elle est vraie. Melvin Z, je pense que c'est quand même l'expert numéro 1 mondial de Mad Max et je lui fais un gros bisou. Melvin, si tu nous entends. Je veux dire, la scène du Warwick, c'est 76 jours de tournage. Je veux dire, si tu utilises que des CGI pour faire une scène de poursuite, tu utilises pas 76 jours. C'est qu'il y a des cascadeurs, c'est qu'il y a du réel, c'est qu'il y a tout ça. Et donc, que cette patine-là, je pense que, bien entendu qu'il y a peut-être des trucs budgétaires qui peuvent aussi l'expliquer, mais je pense que finalement, j'ai tant de thunes pour faire ça, je vais prendre le parti pris de le montrer comme ça. Mais c'est pas vrai que dans Furiosa, c'est que du faux, c'est que du studio, c'est que du CGI. Il y a plein de choses qui sont tournées en vrai aussi. Hein. Non mais clairement, bien sûr. Et ça se voit. De la contrainte et aussi, je reviens juste sur un truc. Et après, je vous laisse, tranquille. Faut quand même se rappeler que Fury Road, c'est 20 ans de préparation. Le Furiosa, le script existe depuis pratiquement autant de temps, hein, depuis 15 ans environ. Hein, donc l'histoire, elle est écrite, on a pris son temps de la former et ça se voit. Mais je veux dire quand même, Miller, il y a 1 an et demi, il sortait 3000 ans à Tintin. Ouais, il a pas, je veux dire, faut voir le boulot effectué en 1 an par ce type-là. Non, moi je trouve que c'est alors même quand c'est pareil, voilà, quand je vous dis, moi, quand je regarde par exemple un film de SF japonais où je vois l'effet spéciaux, mais je vois une idée de fou, ou un film indien, ou pareil, je me dis putain, les mecs sont complètement tarés, c'est complètement dingue. Et c'est pareil, c'est l'esprit un peu qu'on retrouve dans les films moi que j'adore de Choyard, où on n'a pas les thunes pour le faire, mais on va le faire quand même, les gars. Détective D. Voilà. Et Détective D, par exemple, tu vois. Donc non, moi ça rajoute même à mon plaisir, parce que c'est le cinéma que j'aime, le cinéma d'artisan, le cinéma où tu peux voir que ça pique, que ça gratte, que ça coince. Après, je peux comprendre que ce soit pas forcément la tasse de thé de tout le monde, mais moi en tout cas c'est ma réception. Non, en fait, tu vois, Paul, je suis totalement d'accord avec toi, parce que moi j'ai ce même ressenti, j'adore le cinéma bricolé, le Wuxia Pian, etc. m'en font partie de mes ciné favoris, j'adore ça, alors que des fois c'est fait avec 2 francs 6 sous, carton pâte et tout, mais on s'en fout, c'est génial, il y a des idées de mise en scène à la seconde, c'est incroyable. Le Hollywood d'aujourd'hui, c'est méchant de taper contre le Hollywood d'aujourd'hui, mais c'est une réalité, le Hollywood d'aujourd'hui nous a habitués, encore une fois, on va revenir à la javelisation Marvel, etc., à un chant contre chant, c'est plat, il n'y a pas d'idée de mise en scène, on se fait chier, et donc en fait on a l'impression que les gens aujourd'hui, quand il y a trop de mise en scène, ils sont pas sur les effets spéciaux, alors que bordel, t'as de la mise en scène derrière. Et c'est le principal. Les gens ne savent pas, beaucoup de gens, pas les gens, beaucoup de personnes ne savent pas apprécier une mise en scène. Il faut souvent qu'on leur explique, qu'on leur tende la main. C'est un petit peu à l'image des triple A dans le jeu vidéo occidental que je déteste. Toujours en train de dire oui, appuie là, il faut que tu fasses ça. T'as vu, il y a un truc que tu dois faire. C'est très bavard. C'est très bavard. Et puis regarde l'échelle, elle est rouge, je grimpe. et puis t'as From Software qui arrive et qui te font bon, allez, on enlève on enlève les indications sur la carte. Tu vas te démerder. On te laisse dans un monde et tu te débrouilles par toi-même. Et les décors vont parler pour l'histoire. Il y aura très peu de dialogue. Et ben, je trouve que ça, beaucoup de gens l'ont perdu. Et je reviens du coup sur cette espèce de communication qui veut dire que on voit les CGI, c'est pas bon, il y a des effets spéciaux, c'est voyant, on n'aime pas. En fait, avec la communication qui existe sur Internet, ça a commencé à dégringoler avec notamment, ça bien avant aussi, mais les gens ont commencé à se renseigner de plus en plus, notamment avec l'espèce de moustache de Superman dans le film de Snyder, et ils disaient c'est vrai que c'est mal fait. C'est complètement oublié ce vieux débat pourri sur les réseaux. Ça a commencé à amplifier là-dessus, et les gens se attention, qui avait été repris par Josh Whedon, car là c'était déjà plus Zack Snyder qui avait la main dessus. Hein, oui, en tout cas le résultat il était pas top, et je connais la personne qui
qu'il a enlevé dans les effets spéciaux qu'il a réalisé. Ah ouais, Ouais, c'est incroyable. Il disait, on nous a dit t'enlèves la moustache. Ils avaient pas beaucoup de jours pour le faire. C'était n'importe quoi. Et ben du coup, on va aussi pouvoir mettre en avant le fait que les effets spéciaux, on demande de plus en plus aux studios de faire des tonnes de films. Ils ont pas de temps. C'est les mêmes studios. Après, c'est un petit peu sous. Il y a des crunchs de malades et les gens sont de plus en plus au courant. Du coup, quand tu leur dis oui. Pour Maverick, oui, c'est des vrais effets spéciaux. Tu te dis ah bah au moins ils ont pas fait du mal à nos animateurs 3D pour faire de la CGI. Il y a une espèce de fonction où tu te dis comme ça. Et la communication de Furiosa, quand on dit oui les CGI ça se voit trop, dans leur tête ils disent ouais c'est bâclé, c'est pas bon, tout ça. Moi je fais partie de ces gens qui adorent l'idée. Peut-être que tu le vois, la femme sauter sur le cheval au tout début. Moi aussi je l'ai remarqué. C'était pas très agréable de prime abord, et puis tu te dis mais en fait l'idée est tellement bien que ça éclate le fait qu'on se dise ouais c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai que Jackie Chan lui il l'aurait sauté sur le cheval et ensuite le cheval aurait sauté sur lui, mais c'était pas cette idée. D'ailleurs il y a un film qui s'appelle Raiden qui parle justement des effets spéciaux du dur et du CGI avec Jackie Chan qui revient sur sa carrière. Qu'est-ce que c'est les effets spéciaux et les cascades d'aujourd'hui. Je parle de Raiden, mais voilà, c'est avec Jackie Chan, c'est super. Non, cool. mais t'as raison. D'ailleurs, dommage que l'éditeur ait flingué l'édition. Voilà, petit aparté. Oui, c'est terrible. C'est terrible. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Enfin bon, c'est sorti. On a toujours pas Combat des Maîtres 2 en version originale sous-titrée français dans une belle copie. Mais bon, parlons d'autre chose. On va pas parler de HK, sinon Paul, là, il est en train de me fusiller du regard. Et du coup, je voulais revenir sur aussi le fait que tu disais, Arthur, que dans Fury Road, t'avais des guerres. Enfin, c'était à plus petite échelle, tu vois. T'avais ce côté plus petite entre guillemets, hein. Petite, hein. C'est quand même une échelle de fou furieux. Ben, ça tombe bien parce que Furiosa, ça raconte pas du tout ça. Ça raconte deux guerres en fait. C'est deux armées qui se massacrent la gueule. Ouais, donc s'ils sont 10 contre 10, c'est pas possible. Moi, j'ai été soufflé parce que j'ai vu dans Furiosa. D'ailleurs, je veux juste revenir sur le fait que quand j'ai vu la bande-annonce de Furiosa, je me suis dit exactement pareil que tout le monde, et c'est pour ça que les gens sont sûrement pas allés. Je me suis dit, ouais, elle est pas vendeuse, hein. mais qu'est-ce que c'est? On voit du CGI et ça a pas trop le vent en poupe en ce moment où tout est le marketing, c'est ouais, on a fait avec un vrai avion, un vrai ci, un vrai ça. Dans Tenet, il y a un vrai Boeing qui saute sur le mur. Enfin, bon, bref, il y a tout ce marketing-là, et d'un coup, tu vois un truc qui va à l'encontre de tout ce qui est marketing. Tu vois une bande-annonce avec plein d'effets spéciaux qui te sautent à la gueule. Tu vois Chris Hemsworth, Thor avec le pif ultra, et là tu te dis mais on est en train de me vendre une parodie de Mad Max. Et quel a été le revers absolu que d'aller voir ce film, de te prendre une claque dingue, parce que en fait, le vrai positif de ce film, c'est Dementus en fait. Dementus est un personnage, un méchant tellement incroyable et chaotique et iconique que pour moi je dirais magnifiquement. Moi je t'aurais dit magnifiquement pathétique. Tu sais, je l'ai dit. Non, je trouve pas pathétique. Je le trouve. Si, mais dans le bon côté. Je le trouve malade en fait. Malade. C'est le Joker de Dark Knight mis dans un monde post-apocalyptique. Il est toujours en train de faire des blagues, mais la chute, c'est la mort. Tout ce qu'il fait paraît être décontracté, et en fait, son cerveau a pris un choc absolu depuis la mort de ses enfants. Le fait qu'il ait un petit doudou, c'est pas parce qu'il est enfantin, mais c'est parce que ça appartenait à ses gosses, quoi. Ça c'est ce que j'allais dire. Et sans parler de tout spoiler, mais le final, tout ce qu'il raconte, ce dialogue qui est pour moi, c'est comme on est vraiment Joker face à Batman. Il lui dit tuez-moi en fait, et l'autre il dit non, c'est pas vrai. Mais on a ce miroir déformé de deux personnages qui sont voués à sombrer avec le désespoir du monde. Et la comparaison est bonne avec Batman. C'est vrai que j'avais pas songé, mais la comparaison est bonne avec Batman et le Joker. Il y a clairement ce côté-là. D'autant plus que beaucoup avec Conan le barbare. Hein.
Oui, aussi. Conan le barbare aussi. Heath Ledger, comment il s'appelle Heath Ledger. Heath Ledger, j'arrive jamais à le prononcer. Eh bien, il a un jeu aussi particulier quand il parle. Il est australien et Chris Hemsworth est australien, et à la fin, dans son discours, quand il parle à Furiosa, il change un peu. Il parle un peu exactement comme ce fou lors de l'interrogatoire avec Joker et Batman. Et ça c'est complètement fou. Et puis tu parlais du bras. Et oui, tu peux parler de Conan le barbare. Vas-y. Non, juste j'en profitais, juste je te redonne la parole parce que ça me revient. Heath Ledger avait été on avait pensé à remplacer Mel Gibson par Heath Ledger avant de choisir Tom Hardy pour Fury Road. Voilà. En plus, ça c'est intéressant ça. Et puis le côté symbolique. Maintenant, j'aimerais juste revenir un petit peu sur le côté symbolique. On en parlait dans Fury Road, il y a des choses très intéressantes. Déjà, le fait que Furiosa accompagne Max, ça ressemble un petit peu beaucoup à s'y méprendre à l'enfer de Dante en fait. Ils vont faire tout un voyage en enfer pour ensuite, si je vous spoil la fin de l'enfer de Dante, pour revenir et aller et monter jusqu'au ciel. C'est un petit peu la fin exacte de Fury Road. Hein. C'est Furiosa parce que c'est Fury Road et Furiosa, c'est l'histoire de Furiosa. C'est elle la véritable héroïne de cette nouvelle saga et on espère trilogie. Et en fait, le fait de revenir au ciel avec ces anges, hein, c'est quand même très très connoté symbolique, christianisme, tout ça, biblique. Et pareil, dans Furiosa, on a plein de symbolismes. Déjà, le spectateur est au courant. Le spectateur est au courant qu'au bout d'un moment, Furiosa va perdre son bras. Et le réalisateur joue en permanence sur le fait que le bras se désagrège petit à petit. Donc le coup de couteau, la roue qui coince. Mais rien que dans le jardin d'Éden, on a déjà l'indice avec ce Furiosa enfant qui coupe l'essence de la moto et toute l'essence tombe sur son bras. On sait que ce bras va disparaître. Et ça, si c'est pas du génie de la mise en scène, je sais pas. Je reviens sur un dernier truc. Je suis désolé, j'ai un débit de parole absolument trop élevé. Mais tu disais que oui, chaque film a sa propre mise en scène. Alors, je veux bien l'entendre, mais je ne suis pas d'accord. Par exemple, dans Furiosa, tu as une scène absolument dingos qui est filmée de loin, qui prend de la hauteur, comme tu dis, où on voit tout le convoi de Dementus attaquer pour ensuite se faire passer pour des Warboys et atterrir à Petroville. En fait, toute cette mise en scène qui est dingos, on l'a retrouvée déjà aussi dans Mad Max 2. En fait, oui. Avec les jumelles. En fait, quand je parle de mise en scène, ça peut être photographie, plein de choses. Il y a toujours quand même des différents. T'avais déjà ce côté-là où il fallait prendre à l'abordage. Oui. Le pirate était toujours omniprésent. Mais tu l'as dit, ce mot à l'abordage, ce film, c'est un film de pirate. Dementus, c'est Barbe Rouge. Et il n'y a pas plus symbolique que tout le rouge qu'il a. Il a ces petits trucs. Et il aurait pu être un pirate. Et c'est ça, ce film. C'est ce putain de film génial, Furiosa. C'est un film de pirate. C'est des camions qui sont dans l'océan de sable. Eh bien, c'est tout le temps des attaques où on essaye de sauter, de s'emparer de la diligence. Peut-être côté harpons, les abordages, vraiment ça. Mais c'est totalement ça. Les coups de canon qui finissent les voitures. L'intelligence. Et pour le côté poisseux. Ouais. Oui. On voit enfin cette horrible chose qui se passe sous la terre de la citadelle. Je pense que c'est une des choses les plus pourries, poisseux que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que les gens sont tellement pauvres. Hein. C'est-à-dire que chez Immortan Joe, on a un système pyramidal dans son organisation. Et ceux qui sont tout en bas vivent dans des trous où, pour se nourrir, on se nourrit de la pourriture des vers de cadavres. Rien que ça, je pense que Fury Road peut fermer sa bouche à tout jamais. En termes de dégueulasserie, je n'ai jamais vu ça. Après, je précise juste quand même là-dessus que moi, je parle pas d'intention du réalisateur, là. Je parle vraiment de sensibilité personnelle. Hein. C'est comme le débat insoluble Alien 1, Alien 2, les deux sont excellents. Mais je veux dire, quand tu as des gens qui disent Alien 1 c'est de la merde, Alien 2 c'est... Il n'empêche que je te contredis. Il y a deux intentions différentes. Mais ouais, moi je suis pas totalement d'accord sur le côté poisseux, mais j'entends très bien ce que tu veux dire. Il y a plein de trucs qui sont abordés dans Furiosa qui sont effectivement très crades. Et sur la pauvreté, tu as raison de le dire, ça il le montre aussi encore plus. On voit quand même une grève, il y a une grève dans Mad Max, quoi.
Une grève dans Mad Max, j'ai plus la dans Furiosa. Ouais, dans Furiosa, bien sûr. Bah quand il arrive au alors c'est quoi qu'il a lui, c'est le moulin à balles dont il prend possession. Ah oui, bah oui. Quand il arrive là-bas, il est tellement nul en management que finalement ils font grève, donc il arrive plus à fournir personne et on a les gars. C'est vrai. Enfin, ouais. Si, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un autre truc qui m'a beaucoup plu quand j'ai regardé à nouveau Fury Road, c'est que son mode opératoire, c'est un truc qui quand même fait partie de la saga Mad Max à mon avis là quand je l'ai tous vu, c'est le coup de poker permanent. Il y a toujours ce truc de je bluffe, je tente, ça passe ou ça casse. Quand on y pense dans Fury Road, quand les mecs ils rentrent à la citadelle, c'est un sacré coup de poker, hein. Avec le cadavre d'Immortan Joe qui est sous un linceul et on ne sait pas encore qui c'est, et qu'en réalité c'est la plèbe, enfin c'est le peuple quoi qui va réussir à les faire monter dans l'ascenseur et puis à faire sortir l'eau, etc. C'est effectivement là les pondeuses qu'on va voir, enfin c'est celles qui font le lait. Là à ce moment-là, et ben il y a aussi cet élément-là que je trouve hyper bien foutu dedans, c'est ce coup de poker permanent. Et dans Furiosa aussi, hein, il y a des coups de poker permanents. Alors juste deux secondes sur le côté crasseux. Moi, en plus je l'avais écrit dès que j'étais sorti du cinéma sur Twitter. Hein, j'avais dit à Furiosa, pour moi personnellement, renoue avec le sadisme qui était surtout dû à Byron Kennedy, hein, et qu'on avait perdu un peu avec le 3. Et moi avec Fury Road que j'adore, qui est un chef-d'œuvre, mais que je trouve oui, ok, il y a Immortan Joe qui se fait arracher la mâchoire, c'est un effet gore, quoi, mais dans l'idée, dans l'ambiance, moi je le trouve beaucoup plus poisseux et renoué beaucoup avec cette espèce de sadisme presque grotesque du Mad Max 2, hein. Donc moi je retrouve beaucoup ça, ouais, l'idée des vers et tout. Et après moi on oublie parce que beaucoup ouais, c'est un film sombre parce que Fury Road ça se termine bien, mais Fury Road ça se termine pas bien, les gars. Tu vois, par exemple, c'est si on connaît Miller, si on connaît la saga Mad Max, Furiosa, elle va juste devenir Immortan Joe numéro 2 hein, à la fin. Le film ne se termine pas bien et c'est pour ça que Max se barre, parce que lui il sait ce qui va se passer. Donc c'est un film plus sombre aussi, mais moi je trouve il y a des idées complètement folles. On a quand même un gars qui veut violer une gamine, quoi. Enfin, je veux dire, non, c'est un film super sombre. Hein. Ils se font des boudins avec le sang des esclaves. Ah, c'est vrai, oui, ça c'est... Ouais. Enfin, on peut faire la liste est immense. Il y a un mec qui est enfin quand Furiosa retombe, alors je vais pas dire amoureuse, mais qu'elle recommence à avoir du respect pour l'homme, hein, et ben cette personne-là se fait manger par des chiens, quoi. Ouais. D'ailleurs, super personnage qui pourrait être prêté à Solid Snake au cinéma. Bien sûr, Kojima est fou. Kojima, il a allé le voir 267 fois. À mon avis, c'est plus une question de logique de comment tu représentes la violence et de symbolique. Il y a peut-être plus de symbolique à ce moment-là et c'est peut-être plus graphique pour moi en tout cas. Oui, voilà. Après, dans le cadre de Furiosa. C'est intéressant d'avoir des avis de tout le monde. Pour finir, si vous l'acceptez, il y a Kevin, je crois qu'il y a Kevin qui voulait dire quelque chose, je crois. Ah, Kevin, oui. Vas-y. Non, je suis d'accord. Et par rapport à ce que disait Paul, oui, est-ce que tu penses pas qu'elle est même violée par rapport au fait de traiter de la pédophilie dans un film normalement qui est une récurrence, ouais. Blockbuster? Parce qu'en fait, la première fois, c'est un film qui gagne. Enfin, voilà, Brice m'avait demandé quand même de faire la critique parce que je l'ai vu à l'avant-première à Sydney. Et en fait, je ne pouvais pas faire la critique parce que franchement, la première vision, déjà, moi, j'étais focus sur la technique, les effets spéciaux et tout. Et par rapport à l'histoire, il y a tellement de choses à dire. Enfin, je suis d'accord avec toi, Guillaume, avec vous tous. Et notamment, la première fois, j'ai vraiment pas eu d'émotion parce que je me dis, je m'attendais pas à ça, machin. Et quand je l'ai vu la deuxième fois, j'ai vu plein de détails, mais Fury Road, ça a été la même chose. Mais par exemple. J'avais eu pareil avec Fury Road, ouais. Mais par exemple, la gamine, quand on se dit, ouf, elle s'échappe d'être violée, mais en fait, on se dit, mais pour avoir l'idée de se faire une perruque de cheveux, en fait, elle a déjà été violée et c'est parce qu'elle en a marre qu'elle a raison. Ouais, et en fait, je suis sûr aussi qu'elle s'est fait violer. Ouais. De toute façon, c'est le concept même des pondeuses, je veux dire, où ils les prennent, puis ils en font des mères porteuses. Ça, c'est vraiment. Ouais, mais les pondeuses, c'est des adultes. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, vas-y, Paul. C'est la première fois qu'on traitait de ça avec une enfant, en fait. C'est ça que je. Frontalement dans la saga, ouais. Et je rebondis là-dessus. Alors c'est vrai ce que tu dis, t'as raison, et tu vois, j'avais pas vu ça, mais t'as raison, elle a dû déjà se faire violer. Mais je veux dire, ça c'est le sens de l'ellipse de Miller tout le temps. Et puis je veux dire, moi, il y a un truc quand même. Il y a une guerre là, cette guerre des 40 jours qu'on voit pas.
incroyable. Oui, j'ai adoré aussi. Il nous fait un genre de fondu enchaîné à la Mad Max 2 là quand il torture les otages sur la colline. Exactement. Là. Et puis en 2 minutes c'est plié. Et puis on la voit pas cette guerre. On n'a pas besoin. Il y a n'importe quel réalisateur. N'importe quel et c'est de l'ellipse qui fait partie du mythe. Ils nous auraient fait le retour du roi numéro 2. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, les deux sont hyper complémentaires sur les ellipses qu'ils font, sur la manière dont ils font référence à la série. Quand tu regardes Fury Road, il y a des petits, quasi des images subliminales en fait par moment. Qui lui rappellent ses flashbacks quand sa fille et sa femme meurent. Mais tu as aussi ce truc, c'est marrant, je pensais que c'était que dans Fury Road, les corbeaux aussi, l'image des corbeaux qu'on retrouve dans la trilogie, voilà, qui sont associés à des méchants. On le retrouve dans Fury Road, dans le passage en bleu, etc., qui va préfigurer d'ailleurs la mort en fait, de ce monde un petit peu vertueux. Mais en fait, on l'a aussi dans Furiosa. C'est symbolique. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était vachement bien agencé en regardant à nouveau la trilogie. Ces petits trucs qui font le lien entre Max quoi et puis la nouvelle saga quoi, Furiosa, c'est cette manière de représenter la guerre des 40 jours. J'ai trouvé ça très bien foutu. C'est très bien fait. On te met 2-3 fondus enchaînés, puis après on te monte des montagnes de cadavres, des charniers, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Ça dit tout, exactement. C'est malin, franchement, c'est cette manière d'articuler les mythes ensemble. Je trouve que, franchement, ça tient. Fallait le faire quand même, parce que quand on revoit Fury Road, comme moi là, je l'ai fait, et que je trouve que du coup, je me dis, je comprends mieux. Moi, je savais pas, par exemple, que le scénario de Furiosa, il avait été écrit depuis déjà un moment. Je comprends vachement mieux parce que là, toutes les scènes, tous les regards, ils prennent une autre consistance en fait, parce que tu sais ce qu'il y avait avant avec Furiosa. Et je pense, c'est vrai que les regarder ensemble là. Vraiment tout d'un coup, je trouve que ça vaut le coup aussi quoi. Et après, chacun ayant son identité. Avant qu'on parle de la trilogie culte avec Mel Gibson, parce que c'est important, je pense qu'on a fait quand même le tour de la nouvelle, si on peut dire, saga, parce que bon, ça reste un ensemble, mais il y a Furiosa. Juste deux petites choses que j'aimerais rajouter, parce que personne n'a parlé, que ce soit Fury Road ou Furiosa, on est quand même dans une onde vrambissante au féminisme, puisque ça qu'on le veuille ou non, ce qui est très fort et d'actualité. Et une deuxième chose moi, qui m'avait surpris, parce que je ne m'y attendais pas dans Furiosa, c'est qu'il n'y a pas qu'un mythe. Pour moi, il y a deux mythes. Il y a le mythe Dementus et il y a le mythe Furiosa. Il y a le mythe qu'une personne essaye de se créer, parce qu'en fait c'est un personnage, il essaye de se créer un mythe, donc, alors qu'en fait c'est sous-entendu, mais moi j'avais compris comme ça, effectivement, hein, il a perdu ses enfants, et voilà, lui il essaye de leur rebondir, mais c'est tragique. Et à côté, on a donc Furiosa, où elle ne se crée pas son mythe, elle devient un mythe par ses actions, et d'ailleurs elle deviendra un mythe finalement, pas dans Furiosa, mais dans Fury Road. Et c'est pour ça que même moi je vois ce film plus comme étant un 5e volet et non pas finalement un préquel à Fury Road. Parce qu'en fait, je pars sur le principe que c'est raconté, et vu que c'est raconté, on peut le considérer comme un vrai 5e film. Et moi, j'ai envie de vous dire que ça rajoute du poids à ce que je dis, la fin, où on voit les images de Fury Road, qui sont encore moins traitées que Fury Road même, qui sont plus brutes de découpage, ou presque à te montrer, ça c'est la réalité, ça c'est par rapport à ça qu'elle est devenue un mythe, et maintenant je vous raconte son histoire. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Mais d'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que tu dis là-dessus, parce que ça se voit effectivement. Je me suis fait la même remarque en regardant les deux là à nouveau, qu'effectivement ils ont choisi un grain quasi, c'est presque argentique, je veux dire à la fin. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, c'est pas le choix qui avait été fait pour. C'est pas con ce que tu dis. Je trouve que c'est un défaut du film d'avoir fait ça. C'est un petit truc, hein. De toute façon, tout est dit, tout est résumé en une phrase, parce qu'il n'y a pas une phrase de Miller qui sert pas à quelque chose, hein. Mais à la fin, il lui dit, là, dans son grand discours, Chris Hemsworth, pour moi, j'étais très dubitatif. Moi, je me disais, je vais voir Thor dans Mad Max, ça va me saouler. Et en fait, j'ai adoré ce personnage. Il joue bien, en fait, cet acteur. Ouais, il est super. Et il lui dit, est-ce que tu as ce qu'il faut pour devenir un mythe? Ouais, c'est ça. Ouais, clairement, mais il l'interroge directement. Hein. Il y a vraiment cette figure-là. Puis je voulais rebondir aussi là-dessus, sur cette idée du mythe. Quand on regarde Furiosa ou Fury Road, en fait, quand on regarde n'importe quel film de Mad Max, on a l'impression que les personnages qui ont du charisme, etc., ces psychopathes qu'on peut avoir avec différentes variantes, hein, Dementus ou Immortan Joe, c'est tous plus ou moins des variantes, des échos de Max ou de l'univers de Max, d'un des personnages qu'on a croisé dans le premier. Parce que Furiosa, c'est la version enfant qui perd les parents. Mais je veux dire, Dementus, il a très probablement perdu ses enfants, hein, je veux dire, de ce qui est suggéré. Je veux dire, il est fou. Enfin, il est fou.
il est pas fou, mais je veux dire, il est à la frontière, on va dire, il a fait des choix, il a passé des caps que n'a pas fait Max, parce que Max, il est capable dans Fury Road quand même d'encore aider les gens. Il y a aussi cette thématique, c'est pour ça que Miller là-dessus, je trouve qu'il est quand même génial. C'est cette capacité de, bah oui, voilà, il le dit d'ailleurs en fait à la fin du film aussi, qu'on cherche une meilleure version de nous-mêmes. Il parle de version de nous-mêmes. À la fin, il finit avec une citation à la fin de Fury Road, et il dit dans ce monde de désolation. On cherche en fait une meilleure version de nous-mêmes, quelque chose de ce type-là, et il écrit d'ailleurs le premier homme de l'histoire. On retrouve ça, quoi. Et je trouve que c'est assez fort, effectivement, parce que en fait, tu pourrais interchanger les noms. D'ailleurs, Arthur, si tu le regardes dans la version anglaise, c'est pas le premier homme de l'histoire qui est écrit. C'est le premier Historyman. Ah ouais, c'est pas pareil, t'as raison, ouais, c'est la traduction est mauvaise. Et alors, finalement, dans Fury Road, on a l'Historyman qui nous raconte aussi cette histoire. C'est juste, c'est intéressant. Ça, et dans le 2, parce qu'on oublie, mais dans Mad Max 2, c'est quand même la première fois où on a aussi un narrateur. C'est le jeune garçon, c'est le narrateur, qui après est plus vieux, mais raconte son mythe, sa version de Max. Quoi. Et dans le 3, c'est les enfants qui racontent le mythe de Max. Exactement. C'est clairement la version. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on pourra en parler, parce que là, on va rebondir maintenant, rentrons-y de plein pot, la trilogie culte à Mel Gibson. Alors, juste avant, parce que je sais pas si tous les gens le savent, pour faire le pont, après le Mad Max 3, dont on va parler de la trilogie, après le Mad Max 3, il y avait en 86, normalement, une série réalisée par George Miller qui était prévue. Mad Max, ça devait être une série. Ah ouais, d'accord. Et c'était une série qu'il avait écrit. Et en fait, il avait un acteur qui s'appelait John Blake, il me semble. Et donc pour lui, c'était lui le Max de la série. Ça pouvait pas être autre chose. Alors le but de la série, il me semble que c'était en fait, Max avait perdu son interceptor totalement. Et il devait aller de coin en coin du Westland pour trouver les pièces lui permettant de la refaire. En fait, c'était un peu ça l'histoire. Et puis en fait, juste avant le tournage, John Blake a eu un accident de voiture qui l'a paralysé et défiguré. Et on lui a demandé de changer d'acteur et George Miller a dit non, si c'est pas lui, je la fais pas. Donc on aurait pu avoir en 86 entre Mad Max 3 et Fury Road une série qui s'est jamais faite. Voilà, enfin je voulais juste le dire parce que c'est intéressant. Merci à toi. Moi je fais un dernier aparté aussi sur quelque chose que j'ai capté en regardant à nouveau les vieux aussi, c'est que dans Furiosa, ils ont réintégré aussi les éléments volants qu'on retrouvait dans le 2 et le 3. Ce qui était pas mal parce qu'on aurait pu craindre en regardant Furiosa qu'on allait avoir un Fury Road 2, ce qui n'est pas du tout le cas. Vous avez raison de le dire, je crois qu'on l'a tous dit, de dire qu'en fait c'est pas la même histoire, c'est pas la même chose qui est racontée, et que c'est quand même assez différent. Bon les gars, pêle-mêle, ça ceux qui veulent parler, parlons un petit peu de la trilogie culte. Moi juste un petit détail, ma vision des choses. Dans Furiosa, on parle vraiment de la fin de l'innocence pour moi, puisque voilà, on en parlait à la fin du Jardin d'Éden, à la perte du Jardin d'Éden, la réalité dure jusqu'au viol. Là, on est vraiment sur la perte de l'innocence, et c'est là où pour moi le troisième Mad Max a repris de la valeur, car pour moi le Mad Max que je voyais à l'époque comme étant c'est plus gentil et c'est plus enfantin. Moi d'ailleurs, pour ma petite histoire, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai découvert la trilogie Mad Max quand j'avais 9-8 ans. Et je les ai vus dans l'ordre, vraiment 1, 2, 3. Gamin, le 1 m'avait choqué, faut dire, il y avait des scènes ultra violentes, mais j'avais adoré déjà. Avec les yeux. Mais même, là on est vraiment c'est l'asphalte hurlante, tu vois, c'est violent, c'est toujours près du bitume, c'était waouh, tu vois. Après, tu vois, le deuxième, là, tout ce qui a trait aux ressources, l'essence, et puis là, le début vraiment du post-apocalypse, parce que, je l'évite aussi, finalement, Mad Max a créé le post-nuke tel qu'on l'imagine tous aujourd'hui. C'est quand même Mad Max qui a créé cette image d'épinal. Et ensuite, tu as ce troisième, qui est plus mignon, finalement, et en voyant tout là à la suite, et surtout, comme j'ai dit, Furiosa, je le vois donc comme la fin, la perte de l'innocence, alors que au-delà du Dôme du Tonnerre, je vois plutôt le retour à l'innocence, avec les enfants et tout ça. C'est le seul Mad Max qui pour moi se finit sur une note positive. Et d'ailleurs qui clôt bien la trilogie de l'époque pour moi, même si là aussi il est plus piéton qu'en véhicule, à part la fin qui reste un peu mignonne. Mais j'ai trouvé ça très intéressant finalement, ça parle du retour à l'innocence, avec ces enfants finalement qui croient à un monde meilleur et qui finalement vont l'avoir, vont l'entraîner eux-mêmes face à la violence du monde. Et c'est plutôt pas mal. Et moi quand j'étais gamin, quand j'ai vu les trois à la suite, mon préféré, clairement, c'était le troisième. Parce que quand t'as 9 ans, le troisième, il est quand même magique, t'as les enfants et tout, t'es à fond dedans. Aujourd'hui, c'est celui que je mets en 5e position. Mais il y a un tout, c'est solide, et l'ensemble est vraiment chouette. Donc, qui aimerait parler un petit peu de la trilogie pour lui? Kevin, peut-être. Vas-y, Kevin. Wow. Moi, commencer Vas-y, je t'en prie. Non, moi, je trouve que le 1, il est
il est incroyable parce que bah, il est fait de briques et de broc et en fait, quand tu 350 vois, 000 dollars, on le rappelle, ouais, et le c'est un budget. gars qui devait, comme l'a dit de répéter Paul, et c'est hyper important. Il était destiné à être médecin, chirurgien, enfin, à pas faire du cinéma, quoi. Et ils sont Je savais lancés pas dans du un tout ça. truc et tu vois, après, ça va, effectivement, il va créer le post-apo, mais avant ça, il crée quand même enfin, une mise en scène furieuse. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, tu vois, le film a été interdit à au moins de 18 ans, le premier, Mm. donc on pouvait le montrer que dans des cinémas pornographiques. Pendant quelques temps, il a été interdit dans plein de pays, et, euh, et parce qu'on disait c'était beaucoup trop violent. Et franchement, tu montres ça à des jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'ils rigolent en fait. C'est Et ça. Mais la violence routière à l'époque, c'était du jamais vu. Cette violence routière, ouais, elle était jamais ouais, vue, mais quoi. comme je t'ai dit, moi je l'ai vu très jeune et j'ai vu que la première séquence. Et même quand je l'ai revu, enfin, il y a des mythes justement qui disent ah c'est horrible quand le gamin se fait écraser, on voit la tête qui est Mm. coupée, qui roule et tout, et ça n'existe pas. Et pourtant, je peux comprendre que les C'est gens aient l'image que tu été as dans inventé l'esprit. ça parce que le Ouais. montage a fait que c'est tellement lisible que son, notre cerveau invente des plans en fait. Et moi, le Mad Ouais, parce Max que j'ai 1, là, il y a juste la chaussure normalement qui, ouais, on c'est voit la la balle chaussure aussi, qui vole en l'air, non? ouais, la C'est balle qui ça, roule. Mais Ouais. Kevin a j'ai raison, cru puisque que. c'est pas la première fois que je l'entends. J'ai beaucoup de monde qui parle de cette scène qui crée finalement le Mad Max, donc revanchard, hein, l'ange de la vengeance. Ouais, ouais. C'est cette vision de le gamin, il est écrasé et il est décapité. Mais Ouais. elle vient d'où cette vision? Plein Mais je nom, pense que alors que c'est ça n'y est pas dans le film. C'est ça y est extraordinaire. pas, mais le montage avec la balle et tout, on se dit tiens c'est sa tête qui roule. Enfin, je pense que des gens se Mhm, sont c'est cachés le ça. visage parce qu'il y a eu le bruit et tout. Et moi je pourrais pas te dire, mais moi je sais que gamin j'ai fantasmé des films, je me disais ah il se passe ça, il se passe ça, et en fait quand tu revois tu fais ah ben non c'est beaucoup moins violent, c'est beaucoup moins, Après, enfin dans le plein de choses. deuxième, même dans le deuxième, il y a aussi des insinuations assez marquées quand même qu'il y a des femmes qui se font violer aussi. Ouais alors tu vois, Dans le deuxième, quand ils sont sur la colline, il y a une femme qui se fait complètement dénuder, et clairement se fait ben, violer, enfin je pense, ou en tout cas agressée par les ouais mais espèces là de tu le Non, bodyguards. c'est vois, tu violé, vois. hein. Moi d'avoir Oui, il se fait revu, violer, non oui, mais ouais. d'avoir Oui, revu c'est le vrai qu'on le 2 voit, il y a le plus mec tard. dessus, t'as raison, oui, il Ouais. n'y a pas de doute. Non, mais tu le vois, et en plus tu le vois à travers une longue vue, et du coup, toi, La longue spectateur, vue, ouais. t'es voyeur, du coup. Donc Ouais, là, c'est vrai. c'est assez radical. Mais c'est ça aussi la force de Miller, c'est des fois de pas montrer, et on s'imagine plein de choses, c'est notamment plus violent, et des fois de montrer, et voilà, d'en être voilà, plus témoin, plus spectateur, enfin, c'est assez fascinant. Et ça, tout ça, ça vient du montage aussi. Et, euh, et après, c'est pour ça, pour conclure avec la violence, moi je trouve le Fury Road plus violent, mais parce que dans sa mise en scène, en fait, dans sa furie, mais en repensant de plus en plus à Furiosa, parce que pour moi, j'ai pas assez de recul encore sur Furiosa. Il va falloir que je l'achète Le en roi. support physique et que je le poutre, tu vois, pour vraiment en On va le comprendre, faire. enfin, en absorber toute la substance de ce film. Mais c'est vrai qu'en y repensant, tu vois, moi, quand je suis sorti de la première séance, je me dis, ah, c'est moins violent, c'est moins radical. Et en fait, quand tu penses à tout ce que ça raconte, rien que sur le monde d'aujourd'hui et tout ça, et c'est ce qui explique pour moi l'échec qu'il va prendre au box-office, ben c'est en fait c'est beaucoup plus gênant. Et en fait, moi, tu vois, il y a plein de gens qui se disent, enfin, je sais, qui ont dit, oh, le film il est moche, blabla, machin, c'est une facilité. C'est pour ça que moi, je voulais pas avoir, Non, pas mal du dire mon tout. ressenti dès la première vision. C'est que moi, j'en suis pas ressorti énervé ni rien, j'en suis ressorti triste de Oui. Furiosa. Tu vois, il y avait une sorte de tristesse sur, ouah, c'est un peu tu vois, un photomaton du monde actuel dans lequel on vit, quoi. Tu vois, sur la détresse des gens, sur ces politiques qui sont tous des caricatures les uns des autres, et tu vois, et qui existent entre. C'est pour ça, moi, je suis pareil hein, que vous. Je trouve Chris Hemsworth absolument hallucinant dans le rôle. Je sais pas si vous l'avez vu en VO. Si, Bah, si, moi, Oui, on j'ai l'a pu vu le en voir VO. que que. dans VO le et Ouais, voilà. VO. VF, Enfin, j'ai vu les deux. ouais, ah, mais tant mieux. Ah Enfin, d'ailleurs, voilà, je vais moi, rebondir sur ça. Je suis pas anti-VF, mais il faut absolument rebondir sur ça. La VF de Furiosa, pas qu'elle soit excellente particulièrement, mais l'ayant vue en Vost avant, ils se sont permis beaucoup plus de clins d'œil dans le doublage aux autres épisodes qu'en VO. Et j'ai ok, trouvé ça plutôt réussi, c'est très étonnant, c'est-à-dire que les mecs qui sont occupés de doublage, ils ont changé, bah du coup, bon ok, il y a peut-être trahison, ils ont changé certains dialogues, mais ils les font plus rebondir avec la saga. Et ça, d'accord. vu que c'est en une semaine que je l'ai vu en Vost et en VF, je me suis dit, ah tiens, c'est étonnant, il y a plein de dialogues qui sont littéralement modifiés, mais en fait qui font des clins d'œil aux autres.
et ça passe super bien. Donc du coup là je suis pas anti-VF pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que les mecs du doublage ont réfléchi sur l'ensemble de la saga et ils se sont dit bon pour ceux qui comprendraient pas, on va encore plus appuyer dessus dans le doublage. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, bon, c'est petit aparté voilà. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit avec Evigoine aussi, sur voilà, le côté nos politiques, etc. Il y a aussi un côté dans Mad Max qui est un peu une satire aussi hyper noire social, de notre société. Il y a le côté qui est vraiment très dark. Et ça, je trouve que c'est quand même assez marqué. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, parce que j'étais en train de rebondir sur ce que tu disais. Sur le côté satire, je ne sais plus. C'est bien dommage. J'ai oublié. Si ça te revient, tu lèves la main, on donnera la parole. Et Kevin, qu'est-ce que tu voulais dire ensuite sur la trilogie? Non, je pense... Ah oui, non, voilà, ça j'ai retrouvé, Ouais, je me permets. Je suis désolé, mais je trouve que c'est quand même assez important aussi. C'est sur la notion d'espoir dans la saga Mad Max, dans la Mad Max en général. La perte de l'espoir, au départ, il va quand même avoir... Enfin, il a son gamin, tout va bien avec sa nana, on voit vraiment le couple idéal, ils se disent carrément je t'aime, vous savez, en langage des signes. Donc le personnage vraiment brisé qui va prendre sa revanche. Et dans Fury Road, il y a quand même un passage aussi que je trouve vraiment très cool entre Furiosa et Max. C'est quand il lui parle de l'espoir et il leur dit que leur erreur, c'est d'avoir de l'espoir, en fait, concrètement. C'est vraiment le truc qui est assez dark aussi, je trouve, dans la franchise. Et c'est aussi ça le thème de Mad Max comme de Furiosa, c'est des espoirs déçus, douchés, même j'ai envie de dire. Quoi qu'il arrive, ça se passe jamais véritablement très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Arthur, et c'est pour ça que je pense que j'ai été triste. C'est que pour la première fois, vu que, mine de rien, le film joue sur le fait que c'est un préquel et qu'en fait, on va raconter l'histoire de quelqu'un qu'on connaît déjà, mais je l'ai trouvé d'autant plus, comment dire, j'ai été encore plus touché, quoi. Tu vois, et en fait, j'ai trouvé qu'il y a, enfin, il y avait plus d'espoir non plus. En fait, j'ai trouvé le film très nihiliste, quoi, là-dessus. Vous vous rendez compte que quand j'ai re-regardé Fury Road, quand j'ai regardé à nouveau Fury Road, et que je me suis dit à la fin, quand elle arrive et qu'elle retrouve les siens après coup, et que toi, tu as vu tous les autres films à la suite, hein, et que tu t'es rematé, toi, que tu as vu Furiosa aussi. Tu te dis, mais la pauvre, elle est partie pendant quoi? Elle est 15-20 ans, grosso modo. Sa mère, elle est morte. Même les autres ne savent pas que sa mère est morte. Parce qu'ils lui demandent, en fait, en gros, qu'est-ce qui est arrivé à ta mère. Hein. Mais c'est suggéré. C'est pour ça que c'est pas mal fait. Parce que la première fois dans Fury Road, quand tu la vois arriver chez les autres, tu te dis que c'est sa mère, la nana, en fait, qui vient vers elle. Il y a une femme plus âgée, qui pourrait être sa mère, qui vient vers elle. On ne sait pas qui c'est. Ça peut être une tante, une proche ou quoi que ce soit de ce que j'ai compris. Et on voit vraiment Charlize Theron complètement ruinée, détruite et crier avec le son qui s'efface face à un soleil couchant. Et tu te dis, vache, il fallait perdre de l'espoir. La pauvre, elle a nourri sa vengeance quand même pendant tout ce temps-là. Depuis qu'elle est petite, elle en a bavé. Elle s'est très probablement fait violer. Elle a vécu dans un putain de monde de merde. Elle est arrivée vraiment au top du truc. Et tout ça pour l'espoir et la rédemption, évidemment. Il y a aussi cette idée-là qui apparaît dans les films. Paul, peut-être, ou oui, vas-y. En fait, pour revenir sur la théorie supposée de Furiosa qui a été violée comme en étant enfant par Rictus. En fait, Rictus, il est fétichiste de ses cheveux. En fait, il n'arrête pas de les toucher. Et je pense que si elle s'est coupé les cheveux, c'est en fait, elle avait préparé sa stratégie. Donc, je suis pas sûr qu'elle ait été violée. Voilà. C'est juste pour dire, elle allait peut-être l'être, mais tout montrer dans le film que en fait Rictus arrêtait pas d'être obsédé par ses cheveux. D'où le fait qu'elle soit intelligente. En fait, je vous rappelle que Rictus, c'est quand même le personnage qui se fait... Vas-y. Dans plein de cultures. Alors, on connaît l'amour de George Miller pour les cultures, pour l'intérêt pour les cultures. Les cheveux longs d'une femme, c'est un signe de fertilité. Et on est quand même dans un monde où on cherche des femmes fertiles. Donc, Rictus, il voit des beaux cheveux roux, bien luisants et bien jolis, et il se dit, cette fille, elle est fertile. Il y a aussi. Je vous rappelle aussi que Rictus, c'est quand même le personnage qui, juste avant qu'il ne meure dans Fury Road, se félicite quand même d'avoir eu un frère sain, donc comprendre pas trisomique ou handicapé, enfin irradié ou je ne sais quoi, ou consanguin. Il est ravi d'avoir un frère qui n'a même pas vécu une seconde de 37, quoi. C'est aussi. Puis bon, mais il était ça. Puis il est aussi léger. C'est marrant d'ailleurs cette thématique aussi des handicapés, des personnes qui ont des problèmes. Et le nain qu'on retrouve
en fait, dans Ouais. alors le nain, excusez-moi, la personne de petite taille qu'on retrouve dans le film, en fait, à vérifier, hein, ceux qui nous écoutent, peut-être que Melvin Non, le tu saura. as raison. C'est un petit garçon qui avait été moqué en vidéo sur Internet et qui avait eu tellement enfin, ça a touché tellement de monde, hein, parce qu'il pleurait, parce qu'il était, Il voulait se suicider. Voilà, il voulait mourir, et ben qu'il a incorporé au film. Il a eu le rôle du Warboy de petite taille dans dans le film. Et voilà, c'était pour dire que toutes ces différences là existent. Mais juste pour revenir sur Furiosa, et j'en parlais aussi sur le problème de la communication. Furiosa, moi le gros problème c'est que on essaye de le rattacher à Mad Max, Fury Road ou Mad Max tout court, et la plupart des gens autour de nous, qui a vu les films de Mel Gibson en fait. Je trouve que c'était se mettre une... Votre génération, tout le monde. Oui, mais les générations de nos parents, je pense que ouais, mais les jeunes qui... Enfin, pour eux, voilà. Il y a... Je sais pas, c'est une question, hein. Vraiment, je n'ai aucune idée, mais Mad Max, nos parents et les gens de votre âge, je pensais pas qu'ils l'ont. Je trouve que ce film était déjà un petit peu mort dans l'œuf, parce que déjà, Furiosa ressemble à un spin-off. On voit Thor en première image, les gens dans leur tête, Mad Max, même s'ils n'ont pas vu les films, c'est Mel Gibson. C'était déjà le problème avec Fury Road. Bon, c'est ce que je pense. Et en fait, Thor, c'est aussi le mec qui a essayé de faire revivre des licences, comme il a quand même joué Chris Hemsworth dans Men in Black, le nouveau Men in Black. Donc en fait, Furiosa, il a cette image de spin-off d'une saga que pas beaucoup de gens connaissent finalement, avec en oui, gros, connaissent vraiment parce que... et qui voit encore parce qu'on parlait du féminisme, et on voit une femme qui n'est même pas comment elle s'appelle, celle de Fury Road, Charlize Theron, c'est Anna Taylor-Joy. Je crois que c'est pas encore une méga star populaire de tout le monde, hein. Personne peut citer 5 films qu'elle a fait. Tu vois, Bon, après, juste pour ton info, elle fait quand même partie aujourd'hui des 10 acteurs hollywoodiens les plus recherchés. Donc, peut-être qu'elle n'est pas encore ultra bankable, mais le talent, ça viendra. Comment elle s'appelle, Charlize Theron. Le truc, c'est que Charlize Theron, enfin, les retours que j'en ai, c'est pourquoi il n'y a pas Charlize Theron? Je préférais Charlize Theron, je préférais Mel Gibson. Mais c'est des gens qui comprennent pas ce que ça raconte. Après, les retours sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je trouve justement que Anya Taylor, c'est quand même, ils ont fait incroyable. On rebondit à nouveau sur les CGI, et sur les CGI, ils ont fait un travail de dingue aussi, parce que quand elle est toute jeune et qu'elle grandit, et finalement elle ressemble aussi à Charlize Theron. Parce qu'il y a de l'intégration, 25% du visage sur la petite et 80% du visage sur l'adolescente. Moi, ce qui me fait chier, c'est que c'est justement cette fin. Le film n'avait pas besoin d'avoir ce générique de fin qui te rappelle Fury Road. Moi, je pense que oui, je vais expliquer pourquoi. Mais je trouve que c'est alors peut-être dans la symbolique, dans ce que ça voulait montrer. Laisse-moi penser à ce film à la fin, au générique. Laisse-moi penser à Furiosa, et me fais pas penser à oui, c'est vrai, Fury Road. Ah, c'était vachement mieux Fury Road. Eh ben merde, tu l'as pas laissé vivre ton film en nous remettant des images dégueulasses de Fury Road, quoi. Mais après, ça se défend. Tout ça pour dire que Furiosa... Après, les gars, si je peux me permettre, juste je recentre, parlons un petit peu de la trilogie, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà, un tout petit peu de la trilogie. 25 minutes. C'est ça. Max Paul. Je voulais juste dire un truc par rapport à ce que vous disiez, et on va rejoindre sur la trilogie, hein, sur le fait que Mad Max, il y en a pas beaucoup qui ont vu Mel Gibson. Tout le monde connaît Mad Max, hein, tout le monde sait ce que c'est quand même des films très cultes. Peut-être que les plus jeunes ne les ont pas vus, mais voient à peu près ce que c'est. Mais le truc, simplement, c'est que là, on installe un blockbuster, c'est Furiosa, sauf qu'on n'est pas dans un Marvel. Je veux dire, Mad Max, c'est pas un spectacle familial. C'est pas un truc avec lequel tu t'en mets. Ah non, c'est pas un truc que tu dois voir en famille. Et je tiens quand même à le rappeler, à part le 1, tous les Mad Max, même Fury Road, par rapport à ce qu'il a coûté, tous les Mad Max, même si c'est moins que ce que va donner malheureusement Furiosa et qui s'est rattrapé, mais tous les Mad Max ont floppé. Quasiment. Ouais, c'est ce que tu disais d'entrée. Et bah pas le premier, c'est tombé sur leur budget, juste tombé, à part le premier, parce qu'il avait coûté 3 francs 6 sous. Mais Mad Max 2 a pas floppé, mais ça a pas atteint du tout les espérances qu'on voulait. Le Mad Max 3 a floppé. Mad Max Fury Road a pas floppé, mais est pas rentré exactement. Enfin voilà, ça a pas fait énormément de bénéfices. Furiosa visiblement va flopper.
c'est propre à, c'est une saga qui est faite, c'est que c'est une saga, je dirais pas de niche parce que c'est trop abusé de dire de niche, mais c'est une saga que tout le monde connaît, mais que finalement peu de gens vont voir. C'est tout, C'est peut-être une saga dont on connaît plus l'héritage, finalement, comme on a dit. C'est une saga qui a infusé tellement de choses, dans la pop culture, et puis internationale en plus, hein. Que ce soit au Japon, que ce soit en Inde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie, on a eu je sais pas combien de sous Mad Max et tout ça. Donc c'est une saga qui a infusé énormément, mais les films en eux-mêmes ont pas fonctionné tant que ça. Il y a pas c'est pas des hits, hein. Mais tout en plus de ça, avec tous les éléments que t'as donné, eh ben ça fait que Furiosa, on dirait le résultat de tout ce qu'on pouvait prévoir comme flop. En fait, il y a tous les éléments qui pouvaient dire que ce film n'aurait pas marché quoi qu'il arrive, quoi. Même avec ce côté féministe, tu disais le féminisme. T'as aussi ce côté où on veut remettre la femme dans toutes les licences. Ça, je pense même ça faut mettre parce qu'au départ le scénario de Mad Max Fury Road et de Furiosa d'ailleurs, et surtout de Fury Road, on leur avait écrit un truc hyper féministe pour coller à l'air du temps et tout ça, et Miller a beaucoup amoindri le truc en disant mollo, moi j'ai pas envie de parler de ça. Oui, c'est ça, mais cette image-là, elle est. Je suis pas sûr que la démarche de Miller soit de faire un film féministe. Je suis d'accord, mais dans l'image des gens, ils se disent ah putain, ils ont encore voulu mettre en avant une femme pour l'aspect wokisme. Il y a tout un pan de personnes qui ne on peut pas empêcher les gens d'être cons, tu vois, ça c'est les gens qui voient du bois. On peut pas, il y a déjà qui collent des grilles de lecture dès qu'ils voient une femme. Voilà. Oui, c'est ça. Là, à Cannes, on a vu des films, faut voir les retours de certains jeunes, et peu importe, on s'en fout de ça. Kevin, tu voulais dire quelque chose là, tu voulais rebondir? Non, par rapport à ce que dit Paul, par rapport au fait que les films n'ont pas marché, ce qui est étonnant, c'est que par contre, tous ceux qui voient les films aiment les films, quoi. Enfin, les films ont des super bonnes critiques, et tous les gens qui voient ces films, moi je les ai montrés à des gens, tout le monde dit ah oui, c'est quand même des sacrés films. Du coup, c'est au final, c'est pas grave, finalement. C'est des films les meilleurs films n'ont pas toujours du succès. C'est des films qui marchent pas sur le moment, mais c'est des films qui restent. C'est malheureux. Ouais, alors, après, tous les Mad Max de la première trilogie ont été des cartons de vidéoclub, par exemple. C'est ça, tout à fait. Ouais, le Fury Road aussi, hein, d'ailleurs. Ils ont fait je sais pas combien de boîtiers Steelbook pour le. Oui, il y en aura des nouveaux d'ailleurs. Il y aura peut-être un succès en support physique, qui sait. Oui, non, mais ça c'est même certain. Au niveau de la trilogie, quelqu'un veut peut-être ajouter quelque chose? Ouais, moi, aussi quelque chose que je voulais rajouter. Ouais, je voudrais s'il vous plaît, juste 10 minutes, je vais prendre 5 minutes pour en parler. C'est une trilogie que moi, qui est fondamentale pour moi dans mon amour du cinéma. C'est une trilogie, il faut comprendre qu'elle se découpe en fait en deux. Hein. On a en fait Mad Max 1 et Mad Max 2 qui sont l'œuvre de deux personnes et pas de George Miller, qui sont l'œuvre de George Miller et de Byron Kennedy, qui était son producteur, mais aussi le fait le campbellisme et tout ça, c'est plus du Miller, mais tout ce qui est vroom vroom, l'action, les bagarres, les cascades et tout, c'était vraiment le Byron Kennedy. Le sadisme cruel aussi, hein, il vient de Byron Kennedy, hein. Toutes les idées, voilà. Et donc ces films-là sont l'œuvre de deux grandes personnes. Qui sont ces deux personnes, hein, Byron Kennedy et Miller, et Byron Kennedy va mourir en 83 lors des repérages en hélicoptère, lors des repérages pour Mad Max 3. Donc c'est aussi pour ça que Mad Max 3 se fait dans une ambiance un peu bizarre. Au départ, même Miller, il voulait plus le faire. Et d'ailleurs, Miller, il est co-réal, hein. C'est George Miller et George Ogilvy qui font Mad Max 3. Donc c'est pas un film que de Miller. C'est un film ça apparaît même d'ailleurs en première image, hein. En première image des films, ça commence par un écran noir et il y a clairement écrit qu'ils sont deux, donc c'est vrai que c'est marrant. Mais après, ça peut même s'expliquer quand il réfléchit suite à la mort effectivement de son partenaire. Tu te dis peut-être que voilà, vouloir un peu plus humaniser, un peu plus d'espoir, c'est le seul où moi je trouvais qu'il y avait Mad Max 2 avait des crédits américains. C'est un film aussi qui est produit par la Warner, mais là c'était une façon aussi de raccrocher ce mythe à quelque chose. Alors il est beaucoup plus, même s'il y a des trucs un peu Tex Avery, mais il est beaucoup plus Tex Avery, hein, je sais pas comment dire, le Mad Max 3, il y a toute cette partie avec les enfants
que les fans, beaucoup de fans ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça, parce que c'est un truc pour les gosses, on se croirait dans Peter Pan, mais c'est un des films, c'est un des films qui se rapproche au final, même si moi c'est celui que j'aime le moins aussi, hein, mais c'est un des films qui se rapproche le plus de Furiosa dans sa thématique et dans son approche du monomythe et de Campbell, tout ce passage chez les enfants où il raconte la légende du Captain Walker qui sera en fait Max, avec tout ce métalangage utilisé par ces mômes qui va être repris après c'est un métalangage des Warboys, hein, qui ont leur propre langage, tout ça. C'est un film qui travaille beaucoup les obsessions de Miller. Après c'est un film qui est bancal et qui est raté, qui est pas aussi réussi qu'on aurait voulu, justement aussi parce que il faut le savoir, c'est que George Miller, il était en deuil, hein, il venait de perdre son meilleur ami et puis son binôme, quoi. Donc voilà. Puis un petit côté Saint-Exupéry aussi, un petit côté Le Petit Prince, tu sais, en attente du capitaine d'avion qui arrive. C'est vrai. Puis d'ailleurs, même quand il raconte le mythe, c'est assez marrant d'ailleurs parce que c'est le film dans le film. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une jeune femme qui tient comme une espèce de perche avec un cadre et qui présente des éléments dedans. Donc encore une fois, le mythe, mais dans le mythe. Et juste après, je vous laisse la parole. Très rapidement, Mad Max 1, c'est un accident. Ils savaient pas faire de cinéma à l'époque. Ils avaient fait un court métrage et un moyen métrage qui sont pas mal, mais qui est nanan. Ni Byron Kennedy, c'était des amateurs. Ils sont arrivés, ils ont chopé des gars de partout, des cascadeurs, des machins. Ils ont fait un espèce de film de biker. D'ailleurs, George Miller n'aime pas Mad Max 1, il le déteste. Il a toujours trouvé qu'il était raté. Et Mad Max 2, c'est je résume très vite, hein. Mad Max 2, c'est l'invention du langage visuel de Miller. Hein, il y a qu'à voir la première scène, on te dit tout, il y a pas un dialogue pendant 10 minutes, t'entends que des grognements et des vroom vroom et tu comprends tout ce qui se passe. On est dans un monde post-apo, il y a plus d'essence, on va la chercher au péril de sa vie. C'est la guerre de l'essence, ouais. C'est là qu'il pousse le trait d'ailleurs aussi sur le côté il y a plus d'essence, etc., qui est suggéré dans l'un, et qui est finalement aussi une allégorie un peu de la guerre froide, parce qu'on a deux mondes qui s'opposent, hein, c'est-à-dire les gens de là où on construit l'essence, là, je sais plus comment ça s'appelle là, qui sont un peu l'image de la démocratie à l'occidentale, et puis vous avez le clan de Humungus qui est le totalitarisme soviétique, en gros, hein. C'est un peu une imagerie un peu comme ça. C'est un film qui réinvente tout. C'est un film qui a des plans pas possibles. On filmera plus jamais une voiture. On filmera plus jamais une course poursuite en voiture après Mad Max. Voilà, il change tout à ce niveau-là. D'ailleurs, comme on filmera plus jamais une scène de bataille après la sortie de Braveheart de Mel Gibson, hein, comme quoi il a pris aussi des cours à ce moment-là. Et puis on a cette revisite campbellienne beaucoup plus, qui s'inscrit beaucoup plus dans une épopée qui se rapproche encore plus de Lawrence d'Arabie, hein, cette fois-ci avec Mad Max 3. Et c'est 3 films différents, inégaux, mais qui ont complètement, alors surtout pour le 2, révolutionné la façon dont on filme l'action et notamment l'action motorisée. Je vais pas prendre plus de temps parce qu'on a scène finale, je veux dire. Le film de Mad Max 2. Oui, elle est ouf. Quand je les ai revus, les trucs comme ça, je me suis dit, mais cette scène. On a dit la même chose à cette époque-là. On a dit la même chose à cette époque-là que sur Furiosa. Ah, mais les véhicules, ça se voit qu'ils sont accélérés, ça fait pas réel. Ah, mais il y a plein de faux raccords dans la course finale. Parfois, le scène, il est bleu, on s'en fout des faux raccords parce qu'ils servent le récit à ce moment-là. Il y avait Jim Sandler qui était le directeur de la photographie attitré, hein, des Mad Max 2 et Mad Max 3, c'est lui qui fera d'ailleurs le superbe Waterworld après, au niveau de la photo. Il disait, mais là, putain, le ciel, il est trop changeant, ils ont mis des jours, et il n'y avait pas le même climat, parfois il pleuvait, parfois il disait, mais sur un plan à l'autre, j'ai un grand soleil, et puis là, c'est gris, sur cette course finale. Et puis George Miller, il lui a dit, mais on n'en a rien à foutre, c'est pas ça qu'on est en train de raconter. Donc on a exactement le même débat que sur Furiosa, sur est-ce que c'est réel ou pas. C'est pour ça que pour moi, voilà, Furiosa s'inscrit exactement dans la vision de Miller. T'as raison. Allez, pour clôturer, juste, moi je voulais dire quelque chose sur la trilogie, puis on passera au quiz habituel, vite fait avant de clôturer notre Mad Max. Moi je voulais dire au niveau de la trilogie, j'ai toujours vu ça, on a au début un homme qui à la fois on peut dire devient fou par rapport au fait de ce qui arrive à sa famille, hein. Donc on est dans un pur film de vengeance, qui apprend finalement à revivre, comment on pourrait dire ça,
qui, hanté par les démons de son passé, réapprend en fait à vivre dans le deuxième, et finalement dans le 3, même personnage ou pas, peu importe, il voit de l'espoir dans les enfants. Donc contrairement à la nouvelle saga, où pour moi, pour le moment, il n'y a pas forcément d'espoir, puisque comme tu l'as si bien dit Paul, clairement Furiosa va prendre de toute façon la place d'Immortan Joe, ça c'est clair. Il y avait un petit peu d'espoir dans la trilogie de plus en plus, tout en étant dans un monde quand même, au niveau de la civilisation, est en déclin permanent. Donc je trouvais ça très intéressant. Bon, maintenant, avant de clôturer... 5 secondes d'aparté, vraiment 2 secondes. D'ailleurs, fin de Fury Road, le personnage handicapé qui fait office de cerveau pour Immortan Joe, bah moi je pensais qu'elle le foutrait par la fenêtre, enfin qu'il le tuerait, pas du tout. A priori, en tout cas, il n'est pas montré comme tel, il est toujours là. Donc s'il fait un truc après Fury Road, je suis bien curieux de voir ce qu'ils feront de lui, hein, parce que il est là. Les autres, ils sont tous morts en réalité, mais il est là. Vous vous souvenez le petit bonhomme qui est difforme, qui est atteint d'une maladie et qui regarde tout le temps derrière les lunettes. Bah lui, je pensais qu'ils allaient le foutre par la fenêtre. En fait, quand ils font monter l'ascenseur, il est encore là. Voilà. À voir. Ce qu'il avait prévu, c'était Westland et ça devait normalement s'intéresser au personnage de Max. Hein. Avant. Et d'ailleurs, voilà, tout à fait. Et il avait dit que le méchant, il y a des frères qu'on voit pas trop finalement dans le Furiosa, serait énormément mis en avant. Ce serait l'antagoniste du nouveau s'il arrive à le faire. Donc ça, on verra. C'est Max un an avant Fury Road de The Westland. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et on verra après. Il y aurait apparemment le méchant du coup qu'on n'a pas trop vu là qui serait mis en avant. Bon, maintenant l'heure du quiz. Donc on va voir un petit peu qui est le fan numéro 1 de la saga. Donc j'ai 10 questions à vous poser. Je vais avoir 0. Pareil, c'est à celui qui Il va répond. falloir être rapide. Ouais, Hein. il va être rapide. C'est à celui qui répond au plus vite. Là, voilà. Allez. D'abord, 2 générales sur la saga. Dans quel pays se déroule l'intrigue de la franchise? L'Australie. Top. Ouais, bravo. C'est trop rapide. En Australie. Quel est le modèle de la célèbre voiture de Max? V8 Interceptor. Ah, c'est une Twingo. Bravo, une Twingo, la V8 Interceptor. Putain, on aurait pu avoir une série, comme a dit Paul, à refaire les pièces, ça aurait été intéressant. D'ailleurs, intéressant de voir qu'elle est complètement démolie au début de Fury Road, d'ailleurs, ce qui fait sens. Mais pas que dans les autres aussi à un moment donné. Paul, 2 points. Hein. Au niveau de Mad Max maintenant, qu'arrive-t-il à Jim Goose? Il se fait brûler, il se fait calciner, il est brûlé. Bravo, c'est ça, exactement. Toujours dans Mad Max, rapide. que donne Max à Johnny Boy? Une boîte à Une petite machine à musique. Non, il lui donne une scie pour se couper la main. Exactement. D'ailleurs, on ne saura jamais s'il a vécu ou pas, mais j'ai envie de vous dire, si c'est vraiment coupé la main, avec l'hémorragie, il est mort, hein, clairement. Gros rappel de cette scène dans Furiosa à la fin. Oui, Ouais, tout à fait. complètement. Ah, ben 100%. C'était un peu pour ça aussi que j'ai posé la question. Moi, je pensais au film hongkongais plutôt. Tu vas spoiler. Lequel tu penses? One Arm. Ah oui, c'est bon. Je suis d'accord. Oui, tu as raison. Dans Mad Max 2, qu'est-ce qui se fait rare? Facile. L'essence. L'essence, bravo. Et les gars, il faut se réveiller. Que Paul, là. Paul, il a fond. Moi, c'est leur voilà. Oui, c'est vrai. Moi, je regarde le temps aussi. Comment est appelé le jeune garçon recueilli par la tribu de Papagalo? Bat. Oh là Non. là là. Bon. Il n'a pas de nom. Non. Il n'a Je sais pas de nom. plus. Feral Kid, l'enfant sauvage. Il n'a pas de nom, c'est, en tout cas en VF, c'est l'enfant sauvage. Ouais. Donc c'est ça, comme tu l'as dit là en VO, exactement. Dans Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, qui Max affronte sous le dôme? Master Blaster. Ouais, bombe. Voilà. Bon. Exactement. Et d'ailleurs, on n'oublie pas qu'il y a Master et Blaster qui forment une seule entité, les rois du monde souterrain. Excellent, Ouais. méchant encore, comme il y en a beaucoup dans la franchise. Qui est le sauveur dans la légende dans la légende de la bande d'enfants? Captain Walker. Capitaine Walker, bravo. Oh. Allez, et maintenant les 2 dernières à Fury Road, parce qu'on n'aura pas sur Furiosa, c'est trop récent. Dans Fury Road, quelle armée capture Max? Les Warboys. Les Warboys, bien évidemment. Et enfin, qui est Furiosa? L'Imperator de Immortan Joe. L'Imperator, bravo. Alors là, 10 points à Paul. Voilà, c'est Bravo, quoi ça? Bravo Paul. Paul, il nous fait 10. Bravo Paul. Bravo. Non, chapeau. Je précise que j'ai regardé les films ces 4 derniers jours. toi, tu Paul, les as il enchaînés. répond en une seconde. J'ai sort d'où dû les voir 30 fois chacun, j'ai pas de... Tu m'étonnes. Donc on est d'accord, le fan numéro 1, c'est Paul Gossem, voilà, sans aucun souci, puisque même moi, si j'aurais C'est participé, reconnu comme tel. j'aurais pas répondu aussi vite en toute honnêteté. Bon ben Bah, voilà. Paul, il est peut-être moment de nous annoncer que tu vas écrire un livre sur Mad Max. Ah non, il y a Jamel Bouzed qui fait très bien le travail et qui nous prépare d'ailleurs le tome 2 sur Mad Max 2. Et j'ai très hâte de le lire. Et lisez tous les livres d'Emel Vinzet sur Mad Max parce que je pense que c'est ce qui se fait de mieux en la matière mondialement.
Moi, je suis d'accord. D'ailleurs, il faut le suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est passionné. J'écrirai pas sur Mad Max après ce grand monsieur. On peut comprendre. Bon ben voilà, petit mot de la fin. Donc on espère que Melvin Z qui a participé à notre livre sur Hokuto no Ken. Et je le remercie. Mais c'est ce que j'allais dire, superbe transition. Je voulais rajouter qu'une seule et dernière chose parce que tout le monde veut dire son petit mot de Dieu. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la première trilogie Mad Max, c'est le fait que ça a fait plein de bébés, dont un truc qui s'appelle Hokuto no Ken. Hein, c'est super, c'est super. Mais Quelle transition. ce qui est rigolo, c'est que avant Ken, t'avais aussi des mecs qui se battaient dans les déserts. Hein, et ça, c'est avant Mad Max et ça s'appelle Violence Jack. Et vous pouvez lire plein d'œuvres sur Go Nagai parce qu'en fait le manga original c'est Go Nagai qui l'a fait, le papa de Goldorak, et en début des années 70 il a fait aussi un truc qui s'appelle Guerilla High et on a déjà tous les éléments qui deviendront même 10 ans avant Mad Max. Évidemment j'avais préparé des tonnes de recommandations dans l'animation japonaise, évidemment on n'a pas le temps mais il y a plein de choses intéressantes dont ce que m'a conseillé Paul et que j'ai vu hier soir et qui est génial parce qu'on parlait de ce que devenait Max avant les aventures de Fury Road. Eh bien il y a un petit court-métrage qui s'appelle Hope and Glory que j'ai regardé qui est génial, même si le héros ressemble à Jude Law, je le trouve quand même cool ce petit court-métrage. T'as plein de choses et t'avais plein de trucs dans les années 90, donc quelque chose que j'ai regardé récemment. Ouais, je le conseille à tout le monde. Il y a un fan film sur YouTube, c'est gratuit, il dure 40 minutes, ça s'appelle Mad Max Open Glory. Ouais, c'est ça. Avec 3 francs 6 sous et c'est franchement super. Allez, sur ces bonnes recommandations, je pense que on va tous le regarder. Voilà. Bon merci à tout le monde de nous avoir suivis. Comme dit également, pensez toujours au support physique. Si Furiosa ne marche pas en salle, n'hésitez pas à passer en caisse pour l'avoir chez vous. Voilà, moi vous savez, je passe ma vie à tester. Donc là, j'ai pris une belle édition à vous montrer. Le support physique, c'est très très important. Voilà, ça fait vivre les films des fois après leur succès ou non au cinéma. Donc pensez-y. Donc merci à tous de nous avoir suivis et puis à bientôt pour un prochain Mag Max. Allez, à bientôt et n'hésitez pas à cliquer et à nous suivre. À bientôt. Ciao. Allez, ciao, bientôt. Bye bye.